Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au 31e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, j'échange avec François Lemay, animateur radio et critique bande dessinée au quotidien Le Devoir, au sujet de notre travail conjoint de médiation. Une discussion franche, parsemée de digressions, de références à Star Wars, de ronflements de POG, mais surtout d'éclats de rire. François Lemay, salut. Hey, le café est bon en plus. On est bien reçu chez Jean-Dominique Leduc. Hey, je pense que t'es, en fait, la seule personne que j'ai reçue ici en enregistrement, avant toi, c'est Grégoire Bouchard. Quand même, Ouais, non, le tabouret est dur à remplir. Ouais. Mais non, j'ai pas de crainte, tu le remplis déjà très bien. Alors, François Lemay, merci. J'ai quand même perdu un peu de poids. Oui, toi, oui. C'est moi qui l'ai récupéré, salaud. Très, très content de t'avoir. Hey, moi, c'est tellement le fun. C'est excitant parce que... c'est un peu absurde parce que je reçois un homme de radio à mon balado. je suis quand même culotté. Mais je suis content quand même. Ouais, mais c'est ça, la radio, c'est un micro puis des gens qui parlent. Ouais, mais là... Non, c'est ça qu'on fait. On parle, on jase. T'es un communicateur. T'as fait de la TV, toi. Techniquement, t'es même plus connu que moi. Fait que... Ouais, mais je signe plus d'autographes aussi, je pense. Mais probablement, j'en ai jamais signé. Même non, c'est une blague. Je signe plus de... Mais t'en as déjà signé. Ah, beaucoup. À zéro. À une époque, jamais. Ouais. Jamais. Ouais. Mais on s'égare. Je suis très, très heureux de te recevoir parce que, bon, t'es notamment critique en bande dessinée au Devoir depuis 2019. Hey, merci, je m'en souvenais pas. Ouais, c'est bon. J'ai fait ma job. Oui. Je suis allé sur le site du Devoir et j'ai scrollé. Hein? Ouais. Et donc, depuis 2019, là, je dois te dire... d'ailleurs, est-ce que tu te souviens depuis quand on se connaît, nous autres? J'essaie de me souvenir de ça. Ça fait longtemps. Moi, je te connais depuis 3 briques dans un coffre à gants. Mais j'avais reçu ton comparse, Mathieu Leduc, qui me fait dire très spécifiquement, tu diras pas bonjour à Jean-Dominique. Tu ne lui rendras pas, s'il te plaît. En fait, ça fait si longtemps que ça. Mais on s'était pas croisés à l'époque, mais je savais que tu existais et je connaissais le duo. Mais on s'est croisés par la suite probablement dans des spectacles de Mathieu. Dans Petit Big, des choses comme ça. Puis à Radio-Canada, on s'est croisés, puis Mathieu nous a présenté. Ah, voilà. Puis, non, je me souviens exactement de notre première rencontre. Je me souviens exactement de notre première rencontre. Ça me fait peur un peu. Dans l'entrée de Radio-Canada, tu étais venu faire Aujourd'hui l'Histoire, et je crois que c'est sur Spider-Man, si ma mémoire est bonne, ou quelque chose du genre. Oh my God! Ouais, je suis malade mental. Puis là, on s'est accroché les pieds dans le tapis. C'est Mathieu qui nous a présenté. Et de là est née une page Facebook qui s'appelle... Parce que si jamais c'est gardé au montage, notre ami en commun, Mathieu, qui est quelque part ton cousin. Oui. C'est ton cousin, Mathieu Leduc. C'est un fan, c'est de la maladie mentale de Star Wars. Là. Oui, c'est une religion. Puis c'est une religion pour lui, donc de la maladie mentale. Et c'est une blague. C'est une blague. N'écrivez pas, je répondrai pas. Fait que bref, Mathieu nous a présenté, puis c'est un fan de Star Wars, fait qu'on s'était parti une page Facebook qui existe toujours, qui s'appelle « Pour parler de Star Wars dans le dos de Mathieu Leduc ». Ah oui, donc, abonnez-vous, ça existe encore. Et on met juste du contenu contenu de Star Wars. Mais poche, là. Mais poche, mais Mathieu sait que ça existe. Ouais. Mais il n'y a pas accès, une fois. Le soir de sa fête. C'est ça, le soir de sa fête. Puis il y a aussi une fois, on savait qu'il était sur scène. Il donnait un spectacle parce qu'il est musicien. Puis on lui a donné accès le 2 heures qu'a duré son spectacle. Puis on lui a enlevé. Fait qu'il a vu qu'il avait été invité au groupe. Puis après ça, il a été mis dehors. Puis ça le met encore en maudit. Des fois, je fais juste mettre le téléphone vite d'en face. Ça va faire 2 ans que personne n'a rien mis sur le groupe. Donc, abonnez-vous pour parler de Star Wars dans le dos de Mathieu Leduc. Moi, mon fantasme était que tous les abonnés de Facebook le soient, sauf lui. Ouais. C'est une belle quête, ça. Genre 3 milliards d'abonnés, sauf un. C'est un beau titre de roman, ça. Je vais te laisser l'écrire. 3 milliards d'abonnés. Il y avait comme, c'était quoi? C'est 40 millions d'amis? Non, il y a 40 millions de morts en sursis de Lawrence Block. Ah non, moi, je suis pas là-dedans dans tout. Tu sais, en France, là, c'était 30 millions d'amis. L'émission sur les animaux. En France, parce que qu'il y avait 30 millions d'animaux domestiques en France, puis tout ça. Fait que toi, tu parles d'animaux, moi, je parle de polar. Ouais. Mais pendant ce temps-là, on parle pas de bande dessinée. Il y a quand même du poil. Oui. Bon, Mais donc, quand tu m'as appris que tu allais écrire au Devoir, j'étais très heureux parce que, moi, j'écris pour le Journal de Montréal depuis, depuis 13 ans. Oui, ça va faire 13 ans. Puis,
j'avais pas vraiment de vis-à-vis dans les autres journaux. C'était pas pris au sérieux. Puis les gens, non, puis des gens avec qui communiquer, ton prédécesseur, j'avais zéro communication avec. Alors, quand j'ai su que tu allais écrire pour Le Devoir, j'étais très excité. J'étais très heureux parce que je me suis dit, bon, enfin, quelqu'un avec qui parler. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas de compétition. Ben on non, pas pas du tout. là-dedans. Parce qu'il y a tellement de personnes qui en parlent qu'on a toutes. On a juste à le demander, puis on l'a. Puis on n'est pas là-dedans, parce qu'on aime ça, on veut. C'est deux quotidiens qui parlent de bande dessinée. La presse le fait aussi maintenant, mais je pense pas qu'il y ait quelqu'un. Il y a quelqu'un d'attitré. Mais il y a Alexandre Vigneault qui revient des fois. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas personne qui. Moi, j'écris pas sur d'autres choses, dans le devoir. Oui, c'est ça. La BD. Ouais. Peut-être que des fois, je vais faire du polar ou du Stephen King, puis j'aime ça un peu. Mais il y a quand même cette idée-là que plus on en parle, plus on en parle. Puis plus on en parle, plus il y en a, puis plus il y en a. Tu sais, c'est le fun. Puis en plus, on arrive à un moment où c'est plus le désert. Il y a quand même une petite oasis. Ah non, là, non seulement c'est plus le désert, mais là, c'est peut-être là la différence fondamentale entre toi et moi. Là, je parle en vieillard. Moi, ça fait un petit peu plus longtemps que je suis là. Puis je peux te dire que non, effectivement, c'est plus le désert. Et ça, il faut s'en réjouir. Mais quand même, dans le travail de critique, puis t'es confronté à ça, puis je suis confronté à ça, là, il y a j'oserais dire même une surabondance. Ouais. Parce que toute proportion gardée, le 6000 titres différents en Europe qui paraît, c'est l'équivalent ici au Québec en 200... On a dépassé le 250 titres, je pense, par année, là, tout confondu avec les BD jeunesse et tout ça. Alors que ça fait beaucoup. Oui. Et on vit une époque, en même temps, qui est triste parce qu'il y a de moins en moins d'espace alloué à la culture. Oui. Et puis, tu sais, je veux dire, parler de bande dessinée dans un quotidien, c'est prendre un bâton de pèlerin, là. Oui. C'est une longue marche. Pas tant, moi. Ils sont venus me chercher. Il y avait une volonté. Il y avait vraiment au devoir. C'est Manon Dumais, que je salue toujours et que j'aime, qui est venu me chercher, qui m'a appelé. Je me souviens toute ma vie du téléphone. En fait, c'est Marie-Louise Arsenault à l'origine. Plus on est de fou, plus on lit. Ouais. Où tu collaborais d'ailleurs avec Jean-Paul Hyde. Oui, puis avant, je faisais des livres de sport, je faisais toutes sortes de trucs. Puis à un moment donné, j'ai remplacé au Club BD parce que c'est Nicolas Tisley qui est un fan de BD. Ben oui, puis qui était chroniqueur, journaliste au Voir à l'époque. Ouais. À un moment donné, je le remplace, il peut pas être là, puis ça donne. Puis Nicolas, il voulait lui faire autre chose aussi. Il monte dans tout, lui. Puis là, ils m'ont dit, Stella! Oui, c'est Stella, hein? C'est le chien. Mais j'adore. Je veux pas que tu coupes Stella au montage. Je veux qu'elle soit dans le balado. Non. Puis bref, j'ai remplacé un moment donné, puis j'étais avec Elisabeth Vallet, puis ils ont fait, tu es étudiant en art visuel, toi? Oui, ben, tu attends tout de continuer, c'était pertinent. OK, ben merci beaucoup. J'ai fait ça, Jean-Paul Hyde, puis là, un moment donné, Manon m'appelle, puis elle dit, j'aimerais ça. Elle a un peu rénové le cahier de lecture du devoir et tout ça. Puis elle me dit, j'aimerais ça qu'il y ait une vraie couverture, qu'il y ait quelqu'un d'attitré à la bande dessinée. As-tu envie de faire ça? J'ai fait, oui. Combien ça paye? Elle m'a dit, elle paye. J'ai fait, oui, pareil. Oui. Non, c'est pas ça pour l'argent, c'est ça pour le plaisir. Puis tu parles de bâton de pèlerin, il y a c'est beaucoup de temps, il faut le faire et tout ça. Puis c'est beaucoup de gestion humaine de gens, de gardiennage du temple, d'explication de non, je peux pas, parce que ce mois-là, j'ai seulement 2000 mots, 2000 caractères. Oui, alors, justement, parlons-en de ça, parce que, oui, il y a beaucoup de contraintes dans ce travail-là, et il y a une chaîne aussi de gens avec qui on est appelé à collaborer. Ben oui. Toi, par exemple, puis c'est pareil pour moi, on est contacté par des attachés de presse. Oui. Qui, évidemment, eux, défendent leurs livres, leurs poulains, puis qui se battent, en fait, pour essayer de trouver de l'espace et nous convaincre. Oui. Toi, est-ce que puis ça, je suis curieux de t'entendre là-dessus. Est-ce que... comment tu fonctionnes? C'est-à-dire, est-ce que tu attends qu'on te propose des choses? Des fois, c'est toi qui dis, OK, j'ai vraiment envie de parler de tel artiste ou de tel truc? Les deux. Les deux, hein? J'ai un biais, moi. Bon, les deux, il y a Ismaël aussi qui couvre la BD au devoir. J'ai un biais d'être plus proche de la BD québécoise. J'essaie vraiment de le faire, puis Ismaël va s'occuper plus des BD européennes. C'est pas une frontière, on s'est vu il y a pas longtemps, puis c'est pas une frontière étanche, là. Si Ismaël disait, je veux vraiment couvrir cette BD québécoise-là, vas-y. Ah oui, ça fait que c'est ça. Donc, tu collabores avec quelqu'un, d'ailleurs, pour les sélections du mois. Oui. Parce que, parallèlement à ça, tu fais aussi des entrevues. Oui, je fais des entrevues, je fais des longues critiques des fois. Ouais. Les entrevues, généralement, c'est maintenant ma chef
disons, de pupitre, là, parce que c'est des postes... C'est Anne-Frédérique Hébert-Dolbec qui a remplacé Manon Dumais, qui est aussi extraordinaire, qui est intelligente, puis qui est le fun. C'est une bonne personne. C'est le fun de travailler avec elle. On a des bons échanges. Elle va arriver souvent, tu sais, c'est drôle parce que je vois qu'il traîne sur ta table la vie secrète des arbres. Oui. Et puis, un moment donné, elle va me faire... On a reçu une proposition pour Fred Bernard en entrevue, ça te tente-tu? Tu sais, oui. Des fois, on va passer par moi. Veux-tu Manu Larsonnet, par exemple, qui sort La route ces jours-ci? Ouais. Oui, ça me tente. Des fois... Ça va de soi, Rabaliati sort quelque chose, c'est invité. Les relationnistes vont vraiment... Puis les bons et les bonnes relationnistes, généralement, nous connaissent. Ouais. Puis ils vont, les bons et les bonnes, Ouais. vont faire ça, c'est pas sûr que tu vas aimer ça. Ouais. Ça, c'est pour toi, par exemple. Ça, je sens qu'il y a une... je connais l'artiste, je sais que vous allez avoir du plaisir ensemble, tout ça. Et en général, ça fonctionne assez bien pour moi de ce côté-là. Mais l'autre problème, c'est, tu le sais, j'ai en moyenne 2000 caractères, 2000 lettres, espace compris. Espace, oui, mois. OK, voilà. Ouais. Donc, c'est 2 BD que je peux couvrir, c'est deux ou 3 petits paragraphes pour chacun des textes. Est-ce que cet exercice-là, parce que moi, je l'ai fait longtemps dans le Journal de Montréal, puis à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter de chroniquer. Puis moi, c'était des 75 mots. Puis j'avais un article principal qui faisait le 2/3 de page, puis en bas, je chroniquais. Et à un moment donné, j'en ai eu marre d'essayer de faire un pitch en 75 mots. J'adore ça. Mais c'est parce que t'es encore vert et jeune. Non. Mais c'est un bon exercice. Moi, Parce j'ai que... commencé comme ça dans les Ici Montréal, il y a ça bien longtemps. Ah oui, toi, t'étais au Ici Montréal. Oui, avec Michel Vizina, je faisais de la littérature. Hey, je faisais des best-sellers en 600 caractères. Ah oui. Résumé, un Stephen King de 2000 pages en 600 caractères, espace comprise. Et c'est ce qui m'a appris à écrire, en fait. Ben oui, parce que... Concis. Parce qu'il faut le dire, hein, la chose la plus difficile en écriture... C'est d'écrire. Ben oui, mais je veux dire, si t'as un... Je sais pas... Pour moi, c'est plus difficile d'écrire un 1000 caractères que d'écrire un 8000 caractères. Ah non, moi, je suis pas là-dedans pendant tout. J'ai de la misère à faire long. Ah bon? Ah, moi, je suis le roi de la... J'essaie toujours de dire le plus de choses avec le moins de mots. L'économie en mots est pour moi importante parce que ton lecteur, il lit pas souvent. Il va lire l'amorce. Oui, on lit les titres, là, on lit le titre, puis il partage les... À ce temps, on partage plus les articles sur les réseaux sociaux. Mais ils lisent le titre, ils lisent l'amorce, et les gens qui sont vraiment intéressés vont lire l'article. Ouais. Mais des fois, j'ai l'impression de travailler pour... Tu sais, rendu, mettons, un article plus de fond, c'est un 6000 caractères avec espace, donc c'est à peu près une page dans le devoir. Ouais. Tu sais que rendu au dernier paragraphe, tu as perdu 80% de ton monde. Là, fait que tu vas faire un... Mais c'est pas grave, ça me dérange pas, je le fais pas pour ça, je le fais parce que... Mais est-ce que tu penses aux lecteurs et lectrices, toi, quand tu écris? Tout le temps. C'est fou. La question que je me pose quand je finis d'écrire un paragraphe, c'est: c'est-tu clair? Ben oui, c'est toujours ça. C'est la question. Qu'est-ce que je dis? Puis des fois, ça c'est le problème que j'ai. Hey, là, je dis des affaires que je dirais pas autrement, mais il y a juste toi, là, me faire dire des choses comme ça. Même des fois, quand j'ai du 6000 caractères, il y a des bouts où je réécris parce que je fais comme: OK, là, j'ai juste mis des mots pour faire du texte, là, tu sais. Ah ouais, OK. Qu'est-ce que je veux dire pour de vrai? Là? Je veux juste répéter la même affaire parce que j'étais clair dans mes 3 premiers paragraphes. Tu sais, tout de suite, j'ai aimé ça, c'est bon, ça parle de ça. Le dessin est bien fait. À un moment donné, à part en entrevue, c'est le contraire. J'ai toujours peur de manquer de stock. Oui. Puis là, rendu à la moitié, aux 2/3 du texte, tu fais comme: oh my God, je viens juste de passer au travers des 2 premières minutes de mon verbatim. Là, je t'avertis. Tu es sur le point d'interviewer Manu Larsonnet pour l'adaptation de La Route. OK? Ouais. Je t'avertis, là, c'est tellement difficile parce que moi, j'ai réécrit mon texte 4 fois parce que il faut que tu fasses des choix, puis il n'y a pas assez d'espace. Puis là, tu te dis... Puis, je sais pas si tu fais ça. Moi, mes collègues, mes camarades comme toi, je vais te lire. Si je sais qu'on va parler de la même chose, je vais te lire après avoir écrit mon texte. Ben oui, non, parce qu'on se fait pas confiance au subconscient qui est une... Non, t'as pas le choix. Mais là où je veux en venir, c'est que tu vas voir Manu Larsonnet, c'est tellement riche. Puis en même temps, tu te dis, tu veux dépasser le kit de presse que le journaliste de France Inter qui est pas attitré à la bande dessinée. Tu veux aller plus loin que ça. Mais moi, j'ai un angle, toujours. Je choisis de quoi je veux parler avec. Si j'interviewe Manu Larsonnet pour La Route, son adaptation de Cormac McCarthy, c'est l'œuvre qui m'intéresse. Ouais.
Moi, de savoir qu'il est marié ou pas, ou qu'il a eu une enfance difficile ou pas, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse. Ouais. S'il m'en parle, je vais l'écouter. Si ça a un lien avec l'œuvre, je vais en parler. Mais moi, je décide que le texte, il porte sur le rapport entre Manu Larsonnet et cette œuvre-là qu'il a faite. Le reste, j'ai fait à un moment donné, j'ai un souvenir d'un long téléphone que j'ai fait avec Raïd Satouf. Ah oui, t'étais un des rares qui l'avait interviewé au Québec, là. Pour son dernier tome de l'Arabe du futur, au téléphone. Ça m'a fait mal, parce que là, il parle de lui dans ses bandes dessinées, puis il parle de lui dans l'entrevue. Oui, nécessairement. Puis là, t'es obligé à un moment donné de faire comme, OK, ça fait 45 minutes que j'étais au téléphone, puis je sais que je t'écoute même plus, parce que je sais que je peux plus mettre ça là-dedans, mais c'est intéressant. Puis là, c'est un des rares textes où ça a fait mal, parce que j'ai failli appeler ma rédactrice, puis dire, peux-tu avoir 2 textes? Tu sais, c'est comme, il y a quelque chose à dire, c'est intéressant. Ça va arriver. Puis des fois... approche, dis ça à voix basse. Ils sont pas toujours intéressants. Oh ben là, ça. Des fois, tu sais... Des fois, t'acceptes de faire une... Moi, ça, je trouve ça terrible. Des fois, il y a des auteurs qui reprennent des grandes séries, puis ça leur tente pas tout à fait d'être là. Ils le font parce que c'est un gros chèque. Ben oui. Ils aiment ça. Ouais. Puis bon, même te le dire off the record, j'ai un auteur ou une autrice... qui était dans cette situation-là à un moment donné, puis qui m'a dit, off the record, je le fais pour l'argent. J'aime pas vraiment ça. Fait que là, tu sais que l'entrevue, elle sera pas bonne, parce qu'il n'y a pas un rapport émotif avec l'œuvre, tu sais. Pourquoi vous avez dessiné le personnage comme ça? Parce que le cahier de charge est fait de même, tu sais. C'est ça. Mais il y en a d'autres, et là, je peux en parler ouvertement, comme de l'AF, qui vont faire un travail avec lui, tu parles avec lui, puis c'est comme, il est tellement content d'avoir fait ça. Il est né avec un album de Gaston Lagaffe dans les mains, donc évidemment... Peu importe ce que vous en pensez, c'est sûr qu'après ça, t'es convaincu, quand t'as fini d'y parler, qu'il sait ce qu'il fait, puis pourquoi il le fait, puis tout ça, puis il le fait avec amour, puis il le fait avec enthousiasme, puis quand il t'en parle, puis il te compte qu'il y avait des posters de Gaston dans sa chambre, puis tout ça, puis... Et il a tellement travaillé. Quand on lit cet album-là, et c'est un de nos plus grands illustrateurs au Québec, là, de l'AF. Là. C'est un talent fou. Là. J'étais à une petite fête en fin de semaine, puis c'est drôle parce que je voulais te parler de ça, du fait que ça va tellement de soi pour nous, la BD. Tu sais. Rabelliati, tout le monde le connaît, mais non. Je parlais avec une jeune fille d'à peu près 27, 28, 29 ans, puis j'ai dit, elle me demandé ce que je faisais. Puis François est bien fier de dire qu'il couvre la BD. C'est un peu plus fun que de dire... je dirais pas ce que je voulais dire parce que ça pourrait faire de la peine à ceux qui sont spéciaux là. Ça va remplir des feuilles Excel, c'est pas très excitant. Fait que bon, ça se vend moins bien dans une conversation autour d'une bière. Puis je parlais de ça, puis tu sais, puis à un moment donné, je comptais que j'étais allé chez Rabelliati, puis elle fait, c'est qui ça, Rabelliati? Puis le personnage de Paul, j'ai déjà vu passer ça. Tu sais, c'est pas nécessairement quelque chose qui déborde partout comme on pense que ça déborde pour nous, tu sais. Fait qu'il y a encore un côté où, pour nous, c'est des grandes vedettes, c'est des gens super importants, mais quand j'ai parlé de Delaf, je lisais les nombrils en cachette de mes parents. Parce que mes parents voulaient pas que je lise ça, fait que j'allais lire ça chez mon ami. Et ça, là, François, je comprends pas, parce que peut-être que j'ai été un mauvais parent, mais notre plus jeune fille... on a raté que le lancement du premier album des Nombrils. Ça, t'allais dire, j'ai juste raté mon deuxième enfant. Non. Mais désolé. Elle a subi beaucoup d'intimidation à l'école. Et moi aussi, évidemment, à l'époque. Et puis là, comme parent, tu te dis, comment je peux amorcer le dialogue? Comment je peux parler de ça? Et quand j'ai lu le premier tome des Nombrils, j'ai trouvé ça formidable, parce que je me suis dit, au-delà de l'humour, au-delà de l'humour grinçant, tout ça, c'est de ça dont il est question dans les Nombrils. Et ça m'a beaucoup touché, parce que notre fille a grandi en lisant les albums des Nombrils, puis à ce jour, quand je parle à Marc me demande toujours des nouvelles. Vos enfants sont plus intelligents. Moi, je peux pas en avoir, mais les enfants sont plus intelligents qu'on pense. Moi, j'étais un grand lecteur quand j'étais adolescent. Ben oui. Et ça m'a façonné. Toi, t'es un grand lecteur, ça t'a façonné. À moins de lire juste du Ayn Rand, je pense pas que tu deviennes imbécile en lisant, tu sais. Fait que tu vas t'ouvrir, tu vas découvrir. Moi, j'ai lu des affaires qui étaient vraiment pas... moi, je capotais. Quand j'étais au primaire, là, je sais pas si tu te souviens, dans notre génération, je sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, j'imagine que oui,
T'avais des livres de première année, deuxième année. M'intéressait pas, moi je voulais ceux de sixième année, ils avaient l'air bien plus fun que ceux que je lisais, et j'étais capable d'y lire, puis j'étais capable de comprendre. Ben, à un moment donné, tu fais comme, OK, il y a des choses que je comprends pas, mais je comprends que je comprends pas, puis je comprends que je vais le comprendre plus tard, puis ça te confronte à des choses. Mais les parents, souvent, ils ont juste tellement pas le temps, ni envie, puis je les juge pas, là, je fais juste un constat, ils n'ont pas le temps, puis ils n'ont pas envie d'expliquer. Puis moi, je vais même aller plus loin parce que je passe une bonne partie de ma vie professionnelle à présenter des conférences dans les bibliothèques et dans les écoles. Encore ce matin, je présentais une conférence sur les mangas. Et là, je peux te dire une affaire. Si tu penses que la bande dessinée, on part de loin, alors, spécifiquement le manga, alors là, mon cher ami, on est l'autre bord de l'éclipse solaire. C'est fou. Et quand je présente mes conférences, comme ce matin, j'ai pas besoin de convaincre les jeunes. Non. C'est les bibliothécaires, c'est les enseignantes, c'est les parents accompagnateurs. Hey, attendez, ils sont sur Internet. Ils ont vu des films de monde tout nu que vous savez même pas que ça existe encore. Je veux dire, ils savent, ils l'ont vu, ils l'ont fait. Tant qu'à ça, mettez-leur dans les mains des affaires qui vont leur apporter quelque chose. Oui, mais de toute façon, et puis c'est là aussi que le travail du libraire, du bibliothécaire, du médiateur culturel du livre, c'est là que son travail, et dont tu fais partie, puis je fais partie, parce que comme critique, comme chroniqueur, on est aussi aux premières lignes. Et toi, dans le devoir, écoute, je vais te le dire, là. Moi, j'ai été engagé au Journal de Montréal quelques mois après la fin du lockout. Okay? Alors moi, au début, puis écoute, moi, j'ai pas... comme toi, hein, je suis pas diplômé en journalisme. Du tout. Moi, il y a plusieurs personnes qui ont refusé de m'accorder des entrevues à l'époque parce que c'était le Journal de Montréal, puis parce qu'on se souvient... Oui, c'était un climat particulier. Et il a fallu, mon cher ami, que je travaille à construire vraiment une crédibilité. Et pourtant, ce qu'il faut savoir, puis je veux le dire, puis je veux rendre hommage à mes employeurs, c'est que le Journal de Montréal, là, ils m'ont jamais rien imposé. Moi, le chef de pupitre, j'y parle pas. Moi, je livre un article par courriel, je reçois une confirmation qu'ils l'ont reçu, et à un moment donné, il est publié. Et c'est tout. On est très libre aussi. Puis, premièrement, merci parce que je suis installé sur les épaules de gars comme toi qui sont passés avant. Là. Moi, c'était facile. Là, parce que maintenant... Puis, on en parle souvent de ça. Puis là, on peut le dire au micro. Comme, par exemple, Jean-Dominique Leduc. Puis moi, à petite échelle, ça me fait capoter quand tu interviews un auteur français puis il te connaît. Ah oui, toi, Jean-Dominique, vous faites ça, puis ils nous lisent parce qu'on traite la BD comme de la littérature. Et oui, c'est ça, en exactement. France, c'est pas toujours le cas. Puis en France, il y a toujours la question, mais votre vrai roman, il vient quand? Mais quand est-ce que vous allez écrire pour vrai? Ouais, il y a ça, puis il y a le... Tu sais, il y a aussi le rapport aux grands classiques franco-belges. Oui. Qui souvent, quand on écoute des entrevues RTBL... On revient toujours à Achille Talon, Boulet Bill. C'est correct, là. Mais il y a d'autres choses. Puis ils sont tannés de ça. Puis, alors, nous autres, on n'est pas là-dedans. Alors, là-dessus, on peut se péter les bretelles, puis je le fais. Puis toi, t'es passé avant moi. Puis j'ai profité du fait qu'on était moins méfiants. Parce qu'il y a aussi, des fois, tu vas lire, j'ai lu des vieux trucs qui étaient écrits sur la BD, des vieux trucs de 10-15 ans dans d'autres métiers. Puis avoir été auteur de BD à l'époque, j'aurais pu comprendre que ça me tente-tu vraiment de parler. Elle ne comprend pas vraiment ce qu'on fait. Oui, mais ça... tu sais, moi, quand je suis arrivé au Journal de Montréal... moi, j'avais lu Nicolas Titley dans Le Voir à l'époque. Je me souvenais de... Un papier, entre autres, qu'il avait écrit sur Red Ketchup, un des Red Ketchup. Il y avait quelques personnes qui parlaient du médium, mais c'était épars, tu sais. Et moi, quand je suis arrivé en poste, je me suis dit, en plus, avec le syndrome de l'imposteur dans le toupette, parce qu'à l'époque, j'avais un toupette. J'allais tellement et là, je me disais, mais comment je fais? Puis... En fait, tu te dis, je vais essayer des choses. Je vais essayer des choses. Et on est chanceux parce que on est arrivé à peu près dans l'histoire du journalisme. On est arrivé au même moment, même s'il y a quelques années qui nous séparent. Oui. Dans l'histoire des idées, c'est répète, quelques années. Puis on est arrivé à un moment où ce médium-là a commencé à être pris au sérieux. Fait que les autres, on est en train de façonner, étant tous les... Michel Giguère à Québec, qui est un médiateur extraordinaire, puis tout ça, il y a plein de gens qui écrivent. On est en train de façonner un vocabulaire. Là, il y a des débats sur les mots. Les gens du public s'en fichent, mais le mot BDiste.
Les Français veulent pas l'utiliser. Ouais, sauf que... Bon, nous autres, on veut, puis je comprends. Michel Giguère, c'est illustrateur. Il était fâché l'autre fois qu'on utilise le mot illustrateur. Non, c'est un dessinateur. Tu sais, on est encore en train de définir... Mais c'est des beaux problèmes. Quand on parle de roman graphique... C'est ça que je dis, oui, c'est ça. Voilà. Et même roman graphique. Ouais, non, puis moi, je veux pas partir là-dessus. Non, on va pas là, mais il y a des gens... Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on parle de roman graphique, qu'on parle de bande dessinée. Sauf que j'écris... Faut nommer les choses. Quand dans un texte... T'écris auteur de bande dessinée, ben tu viens de gober beaucoup plus d'espace que BDiste. Alors à un moment donné aussi... J'ai fini par céder moi aussi, là. Je vais écrire auteur, autrice... moi, ça va vraiment dépendre de l'espace dont je dispose. Puis à un moment donné, la 4e fois, en 3 paragraphes, je suis un auteur, là... Non, go! Rentre un synonyme. À un moment donné aussi. C'est une question... C'est qu'il faut comprendre... Puis c'est une question de lisibilité aussi, à un moment donné. On va être compris, on va être lu. C'est pas une thèse de doctorat où je peux commencer en disant prenons pour acquis qu'un auteur est ceci. Puis là, pendant 30 pages, tu cites c'est quoi une définition d'un auteur. Puis après ça, on s'entend là-dessus. Regarde, c'est d'emblée, on s'imagine que les gens comprennent. Ça. Oui, sauf que la question que je veux te poser, c'est toi, t'écris pour Le Devoir. Oui. Alors, Le Devoir, c'est un sacro-saint quotidien, là. Pour vrai, François, t'écris dans le quotidien le plus estimé des gens lettrés, des intellectuels, de la culture. Est-ce que tu sens une pression par rapport à ça? Ben, je suis chanceux, j'ai pas ce piton-là. Ben, heureusement. Je pars du principe qu'ils sont venus me chercher. Fait que si ça fait pas l'affaire, c'est les autres. C'est eux qui ont fait une erreur. Pas moi. Moi, j'ai rien demandé. J'ai pas postulé. Je suis pas rentré de force en essayant de les convaincre que je voulais travailler là. Je suis content et je suis très fier. Je me souviens de la réaction de mon père quand j'ai dit que j'allais écrire dans Le Devoir. Mon père était fier. J'en suis conscient. Mais la job est tellement... Puis tu sais, tu viens d'en parler, c'est tellement dématérialisé. Toi, tu passes par courriel. Moi, ma chef, Anne-Frédéric, qui est vraiment super, puis la Manon dans le temps, ça se passe le jeudi, on se met un courriel, parce que c'est toujours des dates de tombée, mettons pour le cahier D du samedi. Le vendredi précédent, ils font faire ce qu'on appelle le budget. Qu'est-ce qui fait quoi, puis combien de monde. Fait que le jeudi, on reçoit un courriel de quoi vous avez parlé. Fait que là, ils se mêlent, puis moi je fais comment ça. Puis ça m'intéresse. OK, parfait. J'ai jamais, je me suis fait refuser quoi que ce soit. Après ça, la date de tombée, c'est généralement le mardi midi pour le cahier D, pour le cahier lire. Il faut qu'on ait livré nos textes-là. Des fois, ça va arriver. Je me souviens d'une entrevue avec Guy Delisle, qu'on voulait absolument publier la journée du lancement ou à peu près dans la même semaine, que j'ai réussi à l'avoir au téléphone le mercredi. On donne jusqu'au jeudi midi. Tu sais, la vraie là, date, ceux qui écrivent dans le cahier D, n'écoutez pas ça, mais tu peux étirer jusqu'au jeudi midi. Il y a une vraie date, puis une vraie date. Il y a une vraie date, mais c'est sûr qu'ils veulent avoir les textes avant pour les corriger. Et après, des fois, ils vont appeler. Le pupitreur, ils vont m'appeler le mercredi soir ou le jeudi soir, c'est là qu'ils font la mise en page. Puis là, moi, ce que je leur ai dit, les virgules, là, puis les yes, là, vous m'appelez pas, là, ça m'intéresse pas, je vous fais complètement confiance. J'ai pas vraiment envie de passer une demi-heure au téléphone à aller chercher dans mon texte. Ah ouais, ça prendrait une virgule là. Regarde, j'en remarque même pas la différence entre ce que je vous envoie et les textes que de toute façon, les correcteurs et les correctrices, c'est un travail, puis... Ils font leur job. La seule chose, c'est ça va arriver qu'ils m'appellent parce qu'ils vont me dire juste, je comprends pas ton paragraphe. Puis là, tu leur dis, tu fais comme, il manque un mot, excuse-moi. Si tu mets le mot là, OK! Puis pour moi, c'était évident que, même à la limite, je leur disais, tu as compris, tu avais juste à mettre le mot. Mais en même temps, tu fais non, de son point de vue, il comprend pas ce que je veux dire. Mais non, parce qu'il n'est pas dans ta tête. Il n'est pas dans ma tête. Une chance parce que tu veux pas être là. Je te trouve très privilégié au Devoir parce que vous avez des unes du cahier incroyables. Quand je te lis, je suis heureux pour toi, puis pour vrai, je te trouve... Non, mais dans le sens où je te trouve... T'es dans le quotidien francophone. Tellement chanceux! Non, mais c'est parce que tu as des unes, là, avec un super visuel, une mise en page. Mais ça, c'est l'autre affaire aussi. Quand tu fais une entrevue, tu bookes toi-même ton photographe ou ta photographe. Tu écris une adresse qui s'appelle la rédaction. Il s'occupe de ces affaires-là. Tu fais comme, je vais à une entrevue avec Michel Rabaliati, telle date, telle heure. L'attaché de presse, c'est Valérie. Avec l'adresse de courriel. Puis eux autres qui envoient un photographe ou pas, ou l'envoient une autre journée, mais ils s'arrangent avec ça. Mais je trouve ça beau. Il me semble que j'en ai... Une qui était belle, c'est André-Philippe Côté, il y a 2-3 semaines pour AMA.
Ça, je l'ai lu en ligne, je l'ai pas lu en papier. Il y a une belle photo, là. Il y avait un gilet rouge de Jean-Michel Basquiat. Ouais. Puis on avait un fond rouge à donner où on était. On était dans la maison de Radio-Canada parce qu'il était de passage, fait que je pouvais y parler là. Puis le photographe est venu là, puis on a fait une photo. Il est monté là, en contre-plongée. Puis, ouais, c'est une très belle photo. Ça peut avoir l'air un peu sombre, là, André-Philippe. Là. Fait que cette air-là, c'est juste le fun. Mais toi, t'es dans le quotidien francophone le plus lu en Amérique du Nord, quand même, là. Puis tu touches à un public super vaste. J'aimerais ça, on le saura jamais. Je pense pas que ce soit mesurable. Quoique, c'est drôle, j'avais une conversation avec ma collègue Anne-Frédéric, justement, puis elle parlait à des relationnistes, des libraires aussi, puis il disait, tout le monde en parle. Ouais. Puis Pénélope. Ouais. Ça, quand tu parles d'un livre à Pénélope, puis tout le monde en parle, il voit en temps réel les ventes. Et à l'époque où tu collaborais à Plus on est de fou pour Oui, lui aussi, là, ça c'était fou. C'est là. ça. Ouais. Mais le libraire disait, ces gens-là, ils prennent leurs idées où dans le Devoir? Fait qu'ils lisent le Devoir, si l'article est intéressant par rapport à un auteur, ils vont l'inviter. Ah ouais. Puis c'est drôle, ça me rappelle un de mes amis, puis encore une fois, je peux quand même rendre hommage au journal pour lequel j'ai le bonheur de travailler, ça n'enlève rien au tien. Mais quand j'étais à CIBL, ouais. il y a longtemps, mon ami Fred Bertrand, que je salue, qui n'est pas très loin de l'autre bord du pont Laval, ici, il me disait, Devoir, François, c'est le journal que les journalistes lisent pour savoir de quoi ils vont parler demain. Oh, oui. Fait que moi, je suis toujours resté avec cette idée-là. Fait que c'est un Moses. Ben, même toi, c'est un privilège. À un moment donné, j'étais appelé On est de fou, puis on lit. J'étais en train de parler d'une BD, je reçois un texto live. Pendant que j'étais en train de parler, on s'en va en pause musicale, j'ai fini ma chronique, je regarde le texto, c'est Chantal Lamarre. Elle est posée, elle a pris en photo la bande dessinée dont je parlais, puis elle me dit, je passais devant Renaud-Bré, je l'ai acheté. Et ça, je sais pas pour toi, mais je pense que oui, parce que je te connais assez. Le plus beau compliment qu'on puisse nous faire, c'est « Tu m'as donné le goût de lire ». Ah ben, écoute, non, mais pour moi, le travail premier de ce qu'on fait, c'est de donner le goût de lire. C'est ça. Nous, on est parmi des bibliothécaires, parmi des libraires, on est des courroies de transmission. Oui. Tu vois, moi, j'écris pour un journal où, et ça, je l'ai vite compris, parce que je l'ai vécu physiquement. Alors, ça faisait pas très longtemps que j'écrivais, ça faisait peut-être 2 ans que j'écrivais pour le Journal de Montréal, en 2013. J'étais en Gaspésie, je jouais au théâtre d'été, j'étais à Carleton-sur-Mer, et j'allais prendre mon déjeuner avec mes œufs, mon bacon, tous les matins au restaurant Terminus. Puis c'était des tables, des comptoirs en U. Donc, tu manges face à des gens, puis il y avait un gars, c'était le samedi, mon article était là, puis là, le gars, il flippait les pages, tu sais, un monsieur. Puis là, il tombe sur ma page, puis là, il lit. À un moment donné, il fait juste se lever les yeux. Il me regarde. Il regarde l'article. Il me regarde. Ça, moi, j'ai pas la photo. Il me pointe. J'ai fait signe de la tête, oui. Et on a discuté. Puis il me dit, c'est-tu vraiment bon, ça? De quoi tu parles? Puis c'est cool parce que ce monsieur-là, des mois plus tard, voire même une année plus tard, j'ai reçu un courriel. Et c'était ce monsieur-là qui me disait, je t'ai lu l'autre fois. Je me souviens pas de quel album dont il est question, mais il m'a dit, je déjeunais, j'ai lu le journal, puis il dit, quand je descendais à Québec, je t'ai arrêté dans une librairie, j'ai acheté cette BD-là, je l'ai lu, puis t'avais raison. Ouais, ça, c'est ce qui est le plus magnifique. Ben oui, c'est cool. Puis l'autre, mais l'avantage aussi, on parlait tantôt du désavantage de ne pas avoir tant d'espace que ça, puis de beaucoup d'offres. L'avantage, c'est que j'ai le choix de parler de ce dont j'aime. Je suis pas obligé de remplir. À Rabaliati, ça n'arrivera pas. Donc, c'est pour ça que je peux me permettre de le citer en exemple. Rabaliati sort un mauvais Paul, t'as pas le choix, tu vas le dire. Tu vas en parler. Ça me fait mal au cœur d'écrire ça, mais c'est pas bon. Il a raté son coup, puis il voulait faire ça, puis son intention est là, puis il est allé là à la place, puis au final, ça il m'est tombé dans les mains, puis on va l'écrire. Mais sinon, dans tout... Hey, tu t'en reçois, t'es comme moi, là. C'est ça, ça rentre. Puis quand même, tu fais comme... J'ai le choix de parler d'une bonne BD qui va donner le goût aux gens de lire, puis une mauvaise qui est pas si... On va parler de la bonne. Sans blague, j'ai toujours sur le festival du 3 étoiles et demi, là, mais c'est quand même... Ah oui, et toi d'ailleurs, là, pour vrai, là... j'ai ça. Ah là, moi, je suis tellement heureux pour avoir des étoiles. Ça, oh mon Dieu. Parce que, tu sais, un album 3 étoiles et demi, François, moi, à chaque fois que je lis, je fais... Ouais, mais ça veut dire quoi, dans le fond, 3 étoiles et demi? Pour moi, tu vois, je vais le dire, on va en parler ouvertement. Ouais. Pour moi, 3 étoiles, t'as fait la job. C'est bien, je l'ai lu, j'ai eu du plaisir. Ouais. C'est correct. 5 étoiles, j'en donne... Peut-être me donner une fois depuis 2019, parce que 5 étoiles, c'est
On va en reparler dans 10 ans encore. Ça va faire partie. Si, là, je me débarrassais de toutes mes BD en général, là, puis j'en gardais 15, là, celle-là va être là-dedans. Là. Tu sais, genre Maxi Plot, Dirty Plot. Ouais, ben oui, affaires, le Julie Doucet, le petit astronaute. Le petit astronaute. Ça, oui. 4 étoiles, c'est... Bon, en tarpinouche, puis on va en parler dans 5 ans. Peut-être dans 5 ans, ça mériterait un 5. J'ai besoin d'avoir du recul historique avant de le faire. Ça arrive peut-être une fois ou deux, peut-être 3 fois par année, je donne un 4 étoiles. 3 étoiles et demie, c'est « Hey, bon job! C'est bien fait, j'ai eu du plaisir, puis ça. » 2 étoiles, c'est « Je m'attendais à mieux. Tu avais une belle matière, puis tu l'as échappé dans le dessin, tu l'as échappé dans le scénario, tu as été paresseux ou tu as mal compris ce que tu faisais, tu as manqué de souffle. Puis 1 étoile, ben là, c'est comme je te disais, j'en parlerai pas. » Mais ton prédécesseur, Fabien Deglise, il a à plusieurs reprises fait le saut de la 3e corde pour faire une descente du coude. Là. Moi, je me souviens qu'il avait descendu un album québécois, je pense que c'était Asymptote. Mon Dieu, et ça fait longtemps, là. Je pense que c'était au 400. En tout cas. Et là, moi, je me souviens d'avoir lu ça à l'époque, puis de me dire... Puis ma réaction, puis ça, c'est bien avant que j'écrive le Journal de Montréal, là. Ma réaction a été, mais on parle si peu de bande dessinée. Pourquoi descendre? Pourquoi consacrer du temps et de l'espace à quelque chose pour le démolir? En même temps, c'est correct, parce que la critique, c'est ça aussi. Je le dois. La critique, c'est ça. Et c'est là que je veux t'amener, mon cher ami. J'ai enregistré un épisode du balado avec Cédric Lotte, l'épisode 28, et une conversation très intéressante, une conversation assez intense. Et il y a un moment où Cédric a fait une sortie à l'endroit des critiques, une sortie, en fait, pour te résumer, qui considérait que les critiques, généralement, n'étaient pas assez sévères. Et c'est pas seulement les critiques à l'écrit, mais les critiques à l'endroit du milieu en général, les critiques à l'endroit de l'événementiel, à l'endroit de ce milieu-là. Et dans le fond, ce qu'il disait, c'est si on fait juste encenser des choses, dans le fond, on est en train d'aplanir le tout. Puis, bon, évidemment, ils m'ont interpellé là-dessus. Il n'y a pas tard. Non, mais c'est tout à fait légitime comme questionnement. Et moi, j'en reviens à ce que je t'ai dit à peu près 2 minutes en disant, moi, comme chroniqueur, j'ai un album mauvais entre les mains. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y consacre de l'espace? Donc, cette question-là que je me posais comme lecteur, je me la pose comme chroniqueur. Ben oui. Et moi, j'ai fait le choix du silence en me disant, l'offre est tellement vaste. C'est ce qu'on disait. Moi aussi, c'est la même chose. J'aime mieux de te donner le goût de lire quelque chose qui est bon que parler pendant 1000 mots quelque chose qui est pas bon, à moins, comme je te disais, que c'est quelque chose que... faut comprendre que notre job, c'est d'être des lecteurs professionnels. Ouais. Puis qu'on est d'être capable de transmettre, de mettre en mots ce qu'on pense de façon claire à propos de quelque chose, avec du recul puis de l'expérience. Ouais. D'être capable de mettre les choses en relation. Ouais. J'en ai assez lu pour savoir que ça s'inscrit là-dedans, puis ça s'inscrit là, donc avoir un minimum de culture, puis de culture générale, de comprendre que les choses n'existent pas dans un vacuum, etc. Ça va de soi. Je te fais des lapalissades, là. Ça va. Si quelque chose mérite, faut absolument... Mais en tant que lecteur professionnel, comme je te dis, si tu es pour investir 45$ dans un album, puis encore là, je me permets de le prendre en exemple parce que ça n'arrive jamais. Tu sais, regarde Jean-Paul Hyde, qui ne l'échappe jamais. Ouais. Qui l'échappe une fois, mettons. Là, tu as 45$ pour mettre sur un album de bande dessinée. Puis là, tu as vu Jean-Paul Hyde. Puis tu dis, hey, d'habitude, j'aime ça ce qu'il fait. Puis on m'a regardé la critique avant. Finalement, il a échappé celle-là. Bon, peut-être acheter un autre album à la place. Moi, je me mets toujours à cette place-là. Ouais. Les gens ont des budgets, ont des dollars loisirs et culture. Oui, et le dollar culturel, surtout à cette période-ci. C'est toujours de ne pas oublier que je paye pas ce que je reçois. Tu sais, moi, je le paye pas. Je le lis, puis j'en parle. Ça fait partie de mon travail, ça va de soi. Ouais. Mais si j'avais payé, des fois, je me dis, ouais, c'est pas pire, mais si j'avais payé 30$ pour ça, je ferais comme ça, on n'est pas avec mon argent. Je suis tout à fait d'accord. Puis, tu sais, moi, je suis au-delà du service de presse, beaucoup numérique maintenant, parce que j'habite dans très peu d'espace. J'en achète malheureusement, heureusement pour moi, malheureusement pour mon portefeuille, j'en achète beaucoup trop. Ah oui, ça m'est arrivé même de couvrir des choses que j'ai achetées moi-même parce que j'avais pas le temps de les recevoir. Non, c'est ça. Puis, mais pour finir ce qu'on disait, il y a aussi, je pense, des espaces pour discuter de ça. Pour faire des critiques pour lesquelles on a besoin
d'une discussion d'avoir. En 1000 mots, en 1000 caractères avec espace. Là. Mais là, tu vas pas me parler que Facebook est un espace à la Non. discussion. OK, few. Il fut une époque où on avait des chaînes culturelles, où on avait des oui. émissions de télé, où tu pouvais venir et te pogner pendant 12 minutes sur un film, puis tu avais le temps, même à la radio, tu l'as encore, la radio, dans les... à Pénélope. Ils ont repris un peu le Club des Quatre. Tout ça, ils font Marc-Cassivi, puis tout ça, ils font un très bon job de justement de prendre le temps de nuancer. Ouais, mais le Club des Quatre à la télévision avec René Aumirois il y a 25-30 ans. La bande des 6. La bande des 6, c'était rough, là. C'était rough, mais il y avait le temps de nuancer. Bon, il faisait un show aussi, si on le savait. Oui, mais il y avait le temps aussi de faire valoir un point. Il le temps de nuancer puis d'expliquer. Parce qu'on parle quand même d'un milieu, et ce que je vais raconter est vrai, je ne vais pas nommer la personne, mais on parle d'un dramaturge assez connu à Montréal. Il fait une pièce, c'est pas si bon que ça. Mon chef de pupitre à l'époque au ici Montréal l'écrit, c'est pas si bon que ça, tu sais. Mais il y a sur un autre projet en même temps qui va commencer le mois suivant, puis il décide au journal de faire la une avec ce dramaturge-là, ce metteur en scène et dramaturge-là. Et c'est mon collègue qui va l'interviewer, puis là, il attend qu'il y ait une brique pain fanale. Puis les mots qu'il a dit, c'est horrible, c'est... Je suis surpris que tu m'interviewes puis que vous fassiez votre une avec moi. Tu m'haïs. Ah oui, ben là... Mais pourquoi tu m'haïs? Pourquoi tu penses que je t'haïs? Parce que tu m'as planté dans le papier. C'est pas ça. C'est pas toi, personnellement. C'est pas toi, personnellement. Je veux que tu réussisses. Ben oui. Moi, je veux qu'ils soient tous bons, puis toutes bonnes, pardon, puis je veux ça. Mais des fois, c'est comme... D'autres, tu t'es planté. C'est pas grave. Et on a le droit de revendiquer l'exigence. Oui. Et moi, je peux te dire une chose. C'est très rare que je vais prendre une position défavorable à l'endroit d'une œuvre. Je l'ai fait une fois, ça a fait beaucoup de bruit, et je vais le dire au micro. Ouais. Moi, j'ai descendu le plus récent ouvrage de Mira Falardeau, une historienne de la bande dessinée québécoise qui a un diplôme de la Sorbonne. Et c'est pas le premier ouvrage d'elle que je lisais avec des erreurs factuelles, mais là, son plus récent, mais c'était fou, là. J'ai passé un bloc de post-it et je l'ai traversé pour annoter les erreurs. Et j'ai fait une sortie parce que pendant longtemps, Mme Falardeau, les journalistes, quand ils voulaient parler de bande dessinée, c'est ses livres à elle qu'ils achetaient. Ouais. Et là, tu te dis, quand tu fais de la recherche, et j'écris, et je fais de la recherche, puis bon, j'écris des livres à dimension historique, souvent, on assiste, quand on lit des articles de journaux et on recule dans le temps, on assiste à la genèse d'une erreur factuelle qui est perpétrée par la suite. Et là, ce nœud-là, il faut le défaire. Alors moi, publiquement, et j'ai jamais attaqué cette dame-là personnellement, que je ne connais pas. Je m'en suis pris à son travail. Parce que pour moi, puis c'est pas de l'envie, c'était vraiment pas de l'envie, puis je veux dire, moi le premier, j'en fais des erreurs factuelles, je me trompe dans des noms, je veux dire, c'est pas grave. Mais d'attitrer des ouvrages à des auteurs qui les ont pas faits, à un moment donné, je me suis questionné, je me suis dit, mais est-ce qu'elle a lu? Parce que là, bon, c'est un livre qui est publié par les presses universitaires de Laval, donc tu dis, en plus, c'est un organisme universitaire. Et, je peux te dire une chose, tous les gens, il y a beaucoup de gens du milieu qui m'ont écrit en privé, puis qui m'ont dit c'est extraordinaire parce que j'ai pris le crachoir. Mais il n'y a personne publiquement qui m'a... bon, et ça c'est dans mon ancien balado, il y a peut-être 4-5 ans de ça, et j'ai encore des répercussions par rapport à ça. Et j'assume chaque mot que j'ai dit, parce que c'était une attaque à l'endroit du manque de rigueur, et non pas de cet individu-là. Non, puis des fois, tu peux l'échapper. Des fois, on fait des erreurs. Des fois, on se trompe, tu l'as dit toi-même, puis elle a peut-être échappé là-dessus. Puis ouais, mais là, il a échappé puis échappé. Je veux dire, à un moment donné, t'échappes ou tu déboules un escalier. Oui, là. Puis là, j'ai l'air de remettre de l'essence sur le feu. Non, mais c'est important, puis... Puis je l'assume, même si ça m'a... Il faut le dire, puis il faut le faire. Les gens ne sont pas infaillibles, ils se trompent, puis à un moment donné, tu as raison. Ça me fait toujours penser à la fameuse citation qui a été associée à John Lennon pendant longtemps. Est-ce qu'on demandait, un journaliste demandait à John Lennon, est-ce que Ringo, c'est le meilleur batteur au monde? Ce à quoi il répondait, c'est même pas le meilleur batteur des Beatles. Ce qui est pas vrai en tout. Il n'a jamais dit ça. C'est un humoriste anglais à la fin des années 70 qui a fait un monologue, qui a raconté ça. Et c'est devenu une citation attribuée à John Lennon. Ah oui, voilà. C'est pas vrai. Il faut faire attention à ça, aux idées reçues. Moi, je suis très Heidegger dans mon approche. Là. J'examine chaque chose comme si c'était la première fois que je la voyais en phénoménologie. C'est comme, OK,
j'ai accès à une bande dessinée, ça c'est un livre, il a mis ça dedans, ok, pourquoi il va là? Pourquoi il fait ça? Souvent, je vais faire une lecture de ça se tient-tu l'histoire, c'est le fun, est-ce que je suis captivé? Est-ce que je suis pris dans l'histoire? Puis après ça, je vais la réouvrir, puis la regarder, puis faire comme, ok, y a-tu des pages que j'ai envie de relire, de revoir, tu sais, je vais le toucher, tu sais, puis c'est quoi le contexte? Mais l'autre affaire aussi, pour faire de la critique, ça prend de la culture. Ah ben oui, puis ça rend du vécu. Ben oui, il faut mettre les choses dans leur contexte. Il faut que tu sois capable de dire et de voir dans le dessin, je l'ai vu ce que tu as fait référence à ça. Puis quand tu fais référence à ça, tu m'amènes à telle idée. Et cette idée-là, ça me dit que, je sais pas si tu as lu le dernier Johann Sfar. Non. Il y a beaucoup de références à l'histoire cachée, drôle. T'es pas obligé de les saisir. Puis c'est pas un concours de « Oh, je suis plus cultivé que toi parce que j'ai compris la référence. » Non, mais si t'es attrapes, c'est sûr que c'est gratifiant comme lecteur-lectrice. Mais si un auteur ou une autrice le fait comme il faut, ça va ajouter une couche de sens à ce qu'il fait. Et je reviens toujours au fils d'un de mes amis qui est malheureusement décédé maintenant. Puis son fils Julien, qui vient de finir son bac en com, puis qui est un gars extrêmement brillant, un jeune homme intelligent. Là. Des fois, je vais manger avec, puis je suis comme « Ah, mon Dieu, si j'avais été intelligent comme toi à mon âge, je serais pas là. » Puis je le salue, puis à un moment donné, il regarde un film de Quentin Tarantino avec son papa. Son père voulait l'initier au cinéma. Puis là, il dit, papa, fais pause. C'est quoi? Il dit, cette scène-là, je l'ai déjà vue dans un autre film. Ouais. Mais c'est une copie. Il a copié l'autre cinéaste. Puis il fait, non. Ça s'appelle une citation. Une citation. Il fait référence à ce film-là. Il te dit, si tu veux comprendre mon film, puis tu vas voir ce film-là, tu vas comprendre quelque chose de nouveau par rapport à mon film. Puis il dit, c'est très agréable quand tu comprends ça, c'est du plaisir. Tu es dans le plaisir de la culture. Puis il dit, mais papa, les gens qui n'ont pas de culture n'ont pas de plaisir. Ah ben ça, c'est bien vrai. C'est exactement ça, le plaisir. Ah ben ça, c'est tellement vrai. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est drôle, je vais reciter mon ami Mathieu Leduc, qui est un fan de Star Wars, donc mettons, c'est depuis le début, puis il manque un bout, notre ami et ton cousin Mathieu Leduc, qui est un fan de Star Wars, puis lui, il achète tout là, de Star Wars, au sens où, s'il y a du piou-piou, il est content, le scénario soit tout croche, puis tout ça, il veut voir des vaisseaux qui font ouh, puis du monde qui se frappe à coups de TP laser, c'est ça qu'il veut là-dedans. Okay. Puis aujourd'hui, ça va trahir la date où on a enregistré, c'est la mise en ligne du dernier épisode de la série de Bad Batch, qui est un dessin animé que j'ai pas vu, ça m'intéresse plus, je suis vraiment décroché de ça. Ouais. Et là, il me posait, je me demande si on va voir tel personnage de telle autre série. Puis je dis, c'est quoi votre obsession, les fans de Star Wars? C'est drôle, j'ai dit ça avec un gilet d'R2D2 Ben oui, exactement. C'est quoi l'obsession des fans de Star Wars d'être dans l'auto-référentiel constamment? La chose qui vous fait le plus jouir, c'est de voir passer en arrière-plan un personnage que vous avez vu dans 6 films, et tout tourne autour de l'idée que tout ce qui sort de Star Wars fait référence à un autre produit Star Wars, qui fait une autre référence à un autre produit Star Wars, et il n'y a plus rien d'original, parce que vous cherchez à reproduire constamment le moment où vous aviez 8 ans, puis vous avez vu ça pour la première fois, puis pendant que tu regardes juste ça, ce qui est bien correct, tu consommes la culture comme tu veux. Oui, mais tu vois pas d'autre chose. C'est ça. Tu manges juste des Big Mac. Mais ça, c'est le même principe que les médias sociaux. C'est des chambres d'écho. Oui. Il y a un moment donné où... Excuse-moi 2 secondes. Oui. J'adore ça, ton chien ronfle. Je sais pas si on l'entend au micro, mais c'est Stella qui oui, ronfle. mais les auditrices et les auditeurs sont habitués. Là. Elles ronflent. J'adore. Ok, excuse-moi. C'est mignon, hein? Dans ton... mais c'est ça... Tu sais, la revanche des nerds, là. Ouais. Tu sais, l'espèce de film. Le film. Là, je parle pas de l'émission de Masbourian, là. Non. Il y avait un Z, ça faisait encore plus nerd. Ça. Ouais. Mais je trouve qu'il y a un danger. En fait, c'est pas dangereux. C'est juste que ces gens-là se coupent du reste du monde parce que là, ma compréhension, c'est qu'ils trouvent un réconfort là-dedans, dans l'auto-référencement. Oui, parce qu'ils ont l'impression de comprendre des choses que tu vois pas. Oui, mais j'ai vu le Mandalorian. Là. Ben, le Mandalorian, c'est du western spaghetti. Ça, c'est correct, parce que c'est une référence à un genre qui est différent. Tu prends le film, par exemple, moi, mon film préféré de la nouvelle génération de Star Wars, c'est Rogue One, qui est un film de guerre. Oui, c'est un film de stratégie. Il meurt à la fin, là, tu sais, ça fait... je pense qu'ils l'ont vu. Ah ouais, ils l'ont vu, ok. De toute façon. Puis c'est magnifique parce que ça part, le film, du opening crawl, là, du texte du départ de l'épisode 4. Puis on fait, hey, des espions bottants, les espions sont morts pour vous amener dans l'étoile noire. Tu sais que c'est arrivé, ces espions-là, tu sais. Ils ont ouvert quelque chose d'autre, mais là, depuis que Disney a vraiment acheté, ce n'est qu'un concours de genre, tu remettre un personnage. Hey, c'est du je veux service. dire, Christy, dans l'épisode 5,
dans l'Empire contre-attaque sur Bespin, il passe un gars qui a une machine à crème glacée en arrière-plan parce qu'il fallait qu'il y mette de quoi dans les mains. Ils ont peinturé une machine. Ah oui, Calvaire, oui. il y a des romans d'écrits sur lui, là. Oui, dans le truc des nuages, Oui, là. dans Bespin. Oui. Tu sais, ils ont écrit des romans sur lui. C'est tu sais, comme... même si tu prends... Si tu prends Faut-tu pas avoir envie de créer son propre univers pour être obligé de dire, je vais aller écrire un roman sur ce gars-là. Écrire un roman sur un gars qui transporte une machine à crème glacée dans la rue, ça va déjà t'ouvrir sur d'autres choses, tu sais. Ouais, mais c'est du fan service. Puis, tu sais, les bandes Disney Star Wars, c'est la même chose. Tu sais, ils vont s'intéresser à des personnages obscurs. Là, le personnage de Tron, qui est né dans les romans, est arrivé dans la bande Disney il y a quelques années. Puis à l'époque, là, les gens s'excitaient parce qu'ils disaient, il arrive dans la bande Disney, donc la prochaine étape, c'est qu'il va arriver au cinéma. Et nécessairement, c'est ce qui a fini par arriver. Mais, puis tu sais, on parle de Star Wars, mais je veux dire, le Seigneur des Anneaux, c'est la même chose. Marvel, c'est rendu. Marvel, c'est la ça. seule chose que j'aime de Marvel maintenant, c'est Deadpool, parce que ça rit de Marvel. Tu sais, c'est comme à un moment donné, ils font dans le prochain Deadpool qui s'en vient, là, ils s'en vont dans le multivers, là, puis ça va être drôle. Ah non, mais là, ça va être dans le sacro. Oui. Là, on est dans le méta-référencement. Et je sais pas si tu connais la série Community. Non, mais j'ai pas écouté. Non. C'est une excellente série, mais vraiment extraordinaire sur... c'est de l'auto. Non, c'est pas de l'auto. C'est du référencement constant. Chaque épisode fait référence à un élément de la culture populaire. Au cinéma, dans des grandes séries, ne serait-ce que par le choix des acteurs, les caméos, ce qu'on appelle en anglais les tropes. Les façons de raconter des histoires, puis tout ça. Et mon ami Mathieu, qui aime Star Wars, s'il écoute ça, on va me faire ramasser, parce qu'on prend le métro ensemble tous les soirs. Mon ami Mathieu, ça a pris du temps, j'ai réussi à le convaincre de regarder Community. Puis là, il dit, tu m'as brisé. Là, je comprends toutes les références à toutes. Puis ça, c'est vrai que finalement, ça parle tout le temps de la même affaire, les Star Wars, mais Marvel, tu sais. Oui, puis là, je lui ai dit, encore plus, mon chum, il y a les deux gars qui ont réalisé plein de communities. C'est les deux frères qui ont fait les meilleurs films de Marvel. Ils sont partis de ça. Ah, c'est les frères Rousseau. Les frères Rousseau, c'est des gars qui ont réalisé beaucoup de communities puis qui ont écrit des communities. J'ai fait, man, toute part de là. Le personnage de Miles Morales, là, le Spider-Man afro-descendant, qui est extraordinaire, il est né dans Community. C'est l'acteur Donald Glover. Un moment donné qui porte un costume. Ah non, lui, c'est Prowler. C'est le. Non, Glover. Dans Community, à un moment. Okay. Là, y a-t-il encore quelqu'un qui écoute? Là, on est nous-mêmes en train de tomber dans le piège du. Mais je vais finir après ça, on va changer de sujet. Mais dans Community, à un moment donné, Donald Glover porte un pyjama de Spider-Man, puis il lit des Spider-Man. Ils ont cherché un nouveau Spider-Man à l'époque, puis sur Twitter, il y a plein de gens qui ont fait. Donald Glover, c'est un afro-descendant. Spider-Man, à l'origine, il est blanc, mais il ferait un maudit bon Spider-Man. Puis Marvel, ils ont fait « Hey, savez-vous quoi? Vous avez raison, on va en créer un. On va faire un univers parallèle dans lequel Spider-Man est afro-descendant. Il est calqué sur Donald Glover, qui finit par jouer dans les films de dessins animés de Spider-Man, où il joue le rôle de Prowler. Ouais. Mais Community va mener à la création. Et c'est quand j'ai dit ça à Mathieu qu'il a fait « Ah ben là, je vais le regarder d'abord. » Mais en fait, le Spider-Man afro-descendant, il est né dans les comics, dans la run de Bendis, dans Ultimate Spider-Man à la fin des années 90, début des années 2000. Mais le personnage de Miles Morales, il vient de là. Oui, c'est ça, exactement. T'as raison. Va en faire revenir. Non, mais c'est ça, en fait, c'est que... c'est ça qui est fou du travail de critique, du travail de chroniqueur, c'est que je me rends compte que j'étais pas prêt à faire ça il y a 13 ans. J'ai l'impression, moi, de mon côté, que là, je commence à peine à avoir des clés. C'est toujours le même. Toutes les fois que j'ai une job, je me dis, quand je pensais que j'étais prêt à l'avoir, si je l'avais eu, je me serais planté. Puis même des fois, je fais comme, j'étais sous le bord d'être pas capable de faire ça, tu sais, mais on apprend, c'est normal, il y a plein de gens qui apprennent. Je veux dire, un excellent journaliste culturel, Dominique Tardif, je le cite souvent, c'est un gars qui fait des entrevues extraordinaires. Christy, c'est le genre de gars qui peut appeler Michel Tremblay, avoir une entrevue avec, et puis il va y répondre au téléphone. Là, moi, j'appelle Michel Tremblay, il répondra pas au téléphone. Puis, c'est un journaliste extraordinaire, puis il se fabrique. Hein? Je ne sais pas si tu le remarques, mais il est en train de se fabriquer une identité de journaliste sur nos yeux, sous nos yeux. Dans ses pratiques diverses, parce qu'il y a son balado. Son balado, devient tout ce que tu voulais, parce qu'il y a le balado à presse, il y a ses articles, il y a tout ça, puis c'est un gars qui écrit bien, mais qui est plus que bien. Puis, en fait, il y a cette capacité-là à comprendre comment les éléments culturels fonctionnent dans la société présentement. Il y a ce flair-là. Puis il est jeune, là. Il est jeune, il doit avoir depuis trentaine, puis tout ça. Puis moi, c'est ce que j'ai compris en le lisant, et c'est ça qui est magnifique. C'est pas un compétiteur. Ça m'a rendu meilleur de le lire. J'ai fait comme « Ah!
C'est ça son angle. OK, il comprend la culture de même. C'est pas fou, je suis pas lui, mais je peux m'inspirer et essayer de placer les choses dans un contexte. Mais il faut fréquenter le monde extérieur parce que c'est comme ça qu'on s'enrichit. Tu sais, moi, je viens du milieu du théâtre, donc... Bon, les années où j'ai joué au théâtre, je me souviens une fois d'une pièce où j'ai joué au TNM avec Benoît Brière, Émy Gérard, Pierrette Robitaille, et je veux dire... Ah, il devait être impressionné. non, écoute, ça faisait 4 ans que j'étais sorti de l'école de théâtre. Moi, j'allais assister à des répétitions où j'étais pas. Puis à chaque fois, le metteur en scène, Normand Chouinard, disait « Mais Jean-Dominique, t'es pas à l'horaire aujourd'hui? » Je disais « Non. » Je suis là pareil. Mais je venais m'asseoir et je regardais ces monstres sacrés travailler parce que je me disais, on apprend... Ben oui. Par émulation. Ben oui, d'abord par mimétisme quand on est enfant, par la suite par émulation, et... Je suis convaincu que tu as écrit des articles qui sonnaient comme des articles des Inrocks. Tu as essayé à un moment donné. Ben, écoute, je vais avouer mon inculture. Moi, les Inrocks, j'ai pas lu ça beaucoup parce que... À un moment donné, je me souviens, j'avais fait une amorce dans un article qui était un petit peu à la manière des Inrocks, genre... La bande dessinée traînait sur mon bureau et un collègue l'a vu, il m'a demandé ce que c'était. Puis là, Manon, à l'époque, m'avait répondu « Ça va passer pour cette fois-là. » Mais tu m'en refais plus ça. C'est pas notre manière d'écrire ici. Tu vois? T'es pas dans les Inrocks. J'avais lu, moi, un article sur Jeff Buckley, qui a été... Ben, d'ailleurs, on parlait de Mathieu Leduc. Nous, on était allés à Toronto, Mathieu et moi. On était au cégep à Valleyfield et on était rentrés dans un HMV à Toronto quand ça existait. Et il y avait un type qui jouait de la guitare, et c'était Jeff Buckley. Et la gueule nous a décroché de la mâchoire. Et moi, après ça, j'ai voué pratiquement un culte à Jeff Buckley. Et un jour, j'ai acheté un numéro des Inrecuptibles. Oups, ça c'est l'épouse qui me texte. Et j'ai oublié de fermer le son. Alors, ça se peut qu'il y ait de l'action. C'est la sonnerie de 24. Oui. Ça, c'est geek, hein? Oui. We haven't got much time. Et ouais, même que ma sonnerie, c'est... Flight of the Conchords. Ah, mon Dieu! Alors, je suis toujours heureux quand mon téléphone sonne. T'as les lunettes, en plus. Mais c'est ça, donc j'avais lu l'article des Inrocks sur Jeff Buckley, et ça m'avait tellement tapé ses nerfs. Oui. Parce que je me dis, mais il fait du temps. Tu sais, c'est comme les... Ben, comme tu fais de la radio, là. Quand on écoute la radio il y a plusieurs années... Hey, y en a-tu qui en faisaient du temps au micro? Ben oui, mais c'est parce qu'il n'y avait pas... T'as-tu idée? Des fois, je réécoute dans les archives, mettons, Jean-François Doré et Chantal Joly, là, qui avait une émission d'après-midi. Oui. J'ai écouté les archives à Radio-Can. Puis là, ça fait comme... Attends, la chronique dure quand même 35 minutes. Ouais. Une chronique. Ouais. Mais oui, ils n'ont pas Internet. Ils sont obligés de faire ça à bras. Ouais. Il faut... Hey, à Radio-Canada, à l'époque... Ceux qui connaissent l'ancienne Tour Brune, c'est 24 étages. Si vous êtes déjà venu dans la tour, sinon je vous le décris, en plein centre de la tour, il n'y a rien. C'est juste un espace libre et les bureaux étaient en périphérie, comme ça, autour de la tour. C'est magnifique parce que je fais le geste et vous ne le voyez pas. C'est un mime octogonal. Fait que si vous m'écrivez, je vais vous le faire en dessin puis vous l'envoyer. Alors, bref, puis en plein... Puis à un moment donné, je pestais, parce que tu parles d'un espace qui est mal... On pourrait mettre 8 bureaux de plus là-dedans, puis ça, puis il y a une réalisatrice, Lucie Benoît, que je salue, qui était là, qui a pris sa retraite maintenant, donc qui était là dans les années 70, puis elle a dit, mais François, à l'époque, il y avait c'était généralement une femme, il y avait une réceptionniste par étage, avec un standard téléphonique, et elle ne faisait que répondre au téléphone, puis dire... Oui, parfait. Non, le réalisateur n'est pas disponible, mais oui, vous allez être disponible pour sa chronique demain, vous allez parler de ça. Parfait. Puis elle notait, puis elle avait un babillard, puis tout se passait comme ça. Puis il y avait des classeurs avec des dossiers de recherche qui étaient déjà faits, puis tu te faxais. Puis la relationniste, puis ça, j'ai connu ça à CIBL dans le temps, on est en 2003, où tu recevais par la poste, et tu as dû te souvenir de ça, un dossier de presse déjà préparé par la relationniste, te dire, regarde, c'est important, ce que mon artiste, on va parler de lui en France, on a parlé de lui là. Avec des photocopies d'articles dans une pochette. Oui, j'ai connu cette époque-là. C'est grave. C'est l'épouse qui entre. Bonjour, épouse qui rentre. Et qui va se faire très, très discrète. Mais oui, donc on a connu cette... On va jaser d'affaires de geek. Je suis pas sûr qu'elle va parler de bande dessinée, mon épouse. Est-ce que tu as envie de parler de bande dessinée? Je penserais pas. Non, elle ne penserait pas. Ouais. Pourtant, c'est une grande lectrice. Pourtant, on le fait nous autres. Imagine, le standard n'est pas très élevé.
Alors, bref, l'époque, c'était comme ça. Fait que c'était long faire des affaires. Fait que quand tu prenais un chroniqueur qui avait du bagou, se faire remplir une demi-heure d'émission, tu le faisais parce que tu avais le temps à cette heure. Juste une chanson sort, puis une seconde et demie après, on peut la faire jouer. T'sais. On a le MP3. Le MP3, ça trahit mon âge. Ouais. On a le fichier numérique. Ouais. On a tout rentre constamment, tout le temps, en temps réel. T'sais. Fait que tu as accès à toute l'information. Je reçois la BD. Hein. Combien de fois tu as reçu la BD comme un mois avant que ça sorte, tu sais, en PDF? Ben tout va plus vite. Puis tu sais, les gens pensent qu'on est chanceux parce qu'on l'a en... C'est ça, mais il faut que les gens comprennent que c'est un travail aussi. Il y a un plaisir de lecture, sinon on ferait pas ça. Les dimanches après-midi, là, j'écris mes textes généralement le lundi soir ou le dimanche soir. Parce que la date de tomber, c'est le mardi. Moi, tu ne pouvais pas y faire une semaine en avance. T'es comme ça, toi? Ben, du coup, je change d'idée. Je fais beaucoup d'incubation, je pense. Mais bref, tu sais, dimanche après-midi, tu as 3 bandes dessinées à lire. Tu fais comme, moi, les bandes dessinées. Puis tu fais comme... Finalement, ça me tente plus. J'ai envie de jouer à PlayStation. Non, faut que tu lises. C'est dimanche. T'es en congé, toi aussi. J'ai ma semaine de travail dans le Alors, c'est pour ça que moi, je travaille beaucoup à l'avance. C'est pour déjouer ça, puis pour contourner le fait que je suis un être foncièrement paresseux. Je le fais, je suis structuré, mais bon, on capote sur ma structure, j'ai pas d'agenda, je me souviens de tout ce que j'ai à faire. J'ai plein d'émissions, j'ai plein de chroniques puis tout, donc j'ai pas le choix d'avoir une structure mentale pour le faire, mais ça se peut que si j'ai à faire une interview avec l'auteur que j'ai lu sa BD dans l'heure précédente, tu sais. Ça m'arrive. Ben oui, en même temps, je me dis c'est plus frais à ma tête. Non, mais ça, c'est la vie, là. C'est pas non plus... on n'entre pas au couvent en faisant ça. C'est drôle, je parlais justement avec ma patronne du Devoir, Anne-Frédéric, qui a écrit à une certaine époque pour les magazines. Puis t'as connu le fun d'écrire au mois d'octobre un spécial lecture de plage. Ben, écoute, moi, au libraire, ça fait 11 ans que j'écris pour les libraires. Je suis en train de boucler ma page de la rentrée. Je pensais que tu allais me dire Noël. Ben, en fait, Noël, je suis déjà en train d'y réfléchir parce que il faut que je parle de beaux livres. Donc, non, c'est déjà sur l'écran radar, là. Ouais. Hey, avez-vous une sacrée patience? Les saisons d'automne qui commencent le 15 août, s'il vous plaît. Je suis tanné de vivre. On a l'impression qu'on vit jamais dans le présent. Ça m'énerve. On est plus pas tout dans le BD et dans notre métier. Là. Ben oui, on est là-dedans. Parce que... Ça, ça, c'est la faute de Paul Arcand, hein? De Paul Arcand? Paul Arcand, lui, a décidé qu'il voulait commencer une semaine avant tout le monde pour avoir l'attention. Oui. C'est rendu quasiment que la saison d'automne à la radio commence le 2 août. Tout le monde rétro-pédale, là, pour ça. C'est fatigant. Moi, dans le temps, c'était la fête du travail. Tu sais, je veux dire, l'automne commençait... La rentrée, c'était après la fête du travail. La fête de mon père, c'est le 7 septembre. C'est la fête du travail, généralement. Puis ça commençait là, puis c'était bien le fun. Non, c'est déjà commencé. Il fait encore plus 35, Christy. Tu es en train de sortir les décorations de Noël. Ben ça, François, t'as pas des enfants, là, mais tous celles et ceux qui écoutent, qui ont des enfants, là, c'est la rentrée scolaire, c'est tu vas magasiner des crayons puis des cahiers au mois de juillet. Fait que c'est exactement ça. Fait que je te dirais que la moyenne des ours là, est déjà pas mal dans la rentrée, déjà à cette époque-là. Tu bookes tes vacances d'été aux îles de la Madeleine parce que tout le monde va aller là au mois de septembre, pour l'année prochaine. On n'est pas fou. Là. T'es un homme de radio. Moi, je le dis par amitié, mais je le dis aussi beaucoup par respect parce que, moi, je suis un fidèle auditeur. Des fois, je t'écris. Oui, tu m'écris. Oui, je t'écris pendant l'émission. Ça me gêne. Mais je gère pas ça. Mais pour moi, t'es comme le couteau suisse de Radio-Canada parce que t'animes. Le couteau suisse. T'animes le blues, t'es capable de parler de baseball, t'es capable de parler de bande dessinée. Tu peux parler de tout. Plein d'affaires. Tu sais, moi, en dehors de la bande dessinée, je vais te dire bien honnêtement. T'as de la culture. Oui. Tu sous-estimes. Non, c'est pas que je me sous-estime, c'est juste que je veux pas. Tu sais, je me considère pas comme un grand mélomane. La première chose, c'est niaiseux ce que je veux dire là, puis ça me fait de la peine de faire ce constat-là, mais j'en ai fait une force. Je peux pas avoir d'enfant. Physiquement, je peux pas. C'est impossible. Ça m'a coûté un mariage, ça m'a coûté des relations avec des filles. Je peux pas. Fait que j'ai du temps. Tu sais, je veux dire, je regarde mes amis qui ont des enfants, puis je suis comme... T'es allé au baseball, au soccer, au basketball. Hey, j'ai un mec chum que j'aime beaucoup, Alex, il y en a 4, là. Oui, Alexandre, ben oui. Ils sont tous bons, là. Ils ont tous de quoi. Il y en a un qui est chanteur, musicien, qui est extraordinaire. L'autre, elle est championne de soccer, qui joue dans le 3A. L'autre, elle a commencé à jouer au touch football, puis elle est bonne. Puis le plus petit, là, qui commence à triper ses cartes de baseball, puis aller dans les conventions, puis tout ça. Puis là, il faut que je gère ça à deux. Puis c'est comme, qu'est-ce que ça fait dire ça, Alex? J'avais une pratique de soccer à Sainte-Thérèse, puis lui, il habite à Saint-Hilaire, là, puis c'est ça, puis ça, puis tout.
Je joue au PlayStation 5. Ben, écoute, moi, je peux te dire... J'ai du temps pour lire, j'ai du temps pour faire ça, j'ai le temps de regarder une partie de baseball, moi. Mais c'est bien. Tu vois, moi, je suis un insomniaque. Alors, moi, je dors 3 heures par nuit, 4 heures par nuit. Donc, moi, ce temps-là, je l'investis. J'ai toujours du bonus. Oui. Puis, même quand nos enfants étaient jeunes puis qu'ils habitaient à la maison, même si on était dans la vie folle du quotidien avec les devoirs, les games de baseball, le cheerleading, puis toutes ces affaires-là, j'ai toujours réussi à me dégager un surplus de temps justement à cause de ça. Puis, et même si c'est dur, hein, des fois, mais pour moi, je pense que c'est nécessaire dans le travail qu'on fait. Ah, t'as pas le choix. Parce que ça va, tu sais, tu le disais, ça va tellement vite. Mais le nombre, il y a aussi le fait que je travaille tout le temps. Je considère que je suis toujours allumé. Ben oui. Le nombre de fois où j'ai envie de regarder un documentaire, j'ai le choix de 2 documentaires, puis tu fais « Ouais, mais lui, ça peut être un micro vendredi prochain, l'autre, non, moi, ça me tente plus, l'autre m'attend plus, mais là, ça peut me servir à ça, ça va ouvrir une réflexion là-dessus. Je suis allé en vacances dernièrement, je me suis apporté une pile de livres sur le blues. J'en sais jamais assez, sur l'histoire de ci. Puis là, tu lis un autre roman. Puis là, le roman, hop, comme par hasard, il parle de musique. Puis là, ça t'amène une réflexion. Tu cherches toujours à te nourrir. Ouais. Puis là, tantôt, on en parlait de culture. C'est important pour ça. Ça nourrit. Puis c'est comme manger. Tu sais, un Big Mac, là, c'est le fun. J'ai rien contre ça. J'en mange. Regarde-moi, j'en mange. Mais juste ça. Ah ben non, c'est sûr. C'est ça. Puis, des fois, tu as besoin de... Moi, j'aime bien les riz de veau, tu sais, en sauce. J'aime toutes sortes de nourritures différentes. Il y a des bouffes vegan que j'ai mangées extraordinairement bonnes. J'aime voyager pour manger, puis tout ça. C'est pareil, la culture, il faut que tu te nourrisses. Ça sert tout ça. Oui. Puis ce que j'ai envie de te dire, puis ce que j'ai fini par découvrir dans ma pratique critique, puis dans ma pratique de médiation culturelle en bande dessinée, c'est que je suis vraiment pas loin du travail de création. Tu sais, longtemps, moi, j'ai été comédien. Ah oui, ben, tu le connais, le travail de création. Mais le travail de création, c'est que ça nous habite tout le temps. Ça nous aide. Oui, puis là, je me disais, bon, ben là, médiateur culturel, tu sais, je vais être capable de me mettre à off. Puis finalement, ce que j'ai fini par découvrir, c'est que c'est exactement la même chose. C'est que autant la médiation que la création, on est des éponges et on absorbe tout. Et c'est en absorbant le plus de matière possible que je pense qu'on arrive à faire notre travail avec plus d'éloquence, avec plus de pertinence. Oui, parce que tu es capable de faire des liens puis de trouver de savoir que les choses, je reviens, j'ai dit ça plus tôt, les choses n'existent pas dans un vacuum. On aimerait ça, mais c'est pas vrai. Non. Elles sont toutes en relation, en réaction, en rapport les unes avec les autres. Puis tu peux pas tout savoir, c'est clair, tu vas manquer des référents, c'est normal, puis c'est pas grave. Mais quand tu les as, comme je disais plus tôt dans l'exemple de Julien, le fils de mon ami, tu es dans le plaisir. C'est le fun. C'est le fun de consommer de la culture. Puis je dis consommer, c'est-à-dire vivre avec la culture, que ça fasse partie de ta vie. Puis la culture, entre autres la fiction, la BD, le roman, ça sert. Il y a une fonction évolutive là-dedans. Comme la musique. On se raconte des histoires dans la caverne autour du feu. Il y a ça 10 000 ans. Ah ben oui. Parce que ça nous pratique à vivre des émotions. Tu regardes des séries des fois, là, puis tu fais comme « Ah, comment je réagirais, moi, dans cette position-là? » T'as pas vécu de deuil dans la vie tant que t'as pas vécu un deuil, mais quand t'en as vu plusieurs à la télévision, dans des séries bien écrites ou des films, ou t'en as lu dans des romans, tu sais, c'est normal que je me sente tout croche quand ça arrive. Parce que tous les personnages amis que j'ai côtoyés se sont sentis tout croche quand ils ont vécu ces choses-là. Et ça, je trouve que des fois, dans la culture un peu plus mince, on n'apprend pas ça. Tu vois du monde qui se tape sa gueule. Pour moi, et ça, ce que je vais dire là, je vais mettre des gens en colère, mais il y a plusieurs, pas tous, il y en a des très bons, mais pour moi, il y a beaucoup de films de super-héros qui sont au cinéma ce que la porno est à l'érotisme. C'est-à-dire que tu montres des choses pour le plaisir de les montrer, mais il n'y a rien d'autre. Une fois que tu as fini de regarder 2 géants titans qui se tapent sa gueule, puis qui ont fait des piou-piou, tu sors de là, tu fais comme « Ouais, il y a peut-être une analogie à faire entre le bien et le mal, mais je veux dire... c'est pareil, là, le plombier qui a couché avec la fille, là, il fait semblant qu'il l'aime. Je veux dire, c'est dans la porno. Pour moi, c'est la même chose. Ça ne sert qu'à t'exciter pendant 1h30, puis après, t'as pas réussi à mettre en relation avec
ton expérience. Je reviens à l'analogie du Big Mac dont tu parlais tantôt. Moi aussi, j'en mange des Big Mac. Puis c'est le fun de manger un Big Mac. J'ai aucun problème avec ça. Mais là, après, tu le digères. Puis après, tu te dis, bon, OK, je vais être correct pour un bout. Ouais, je serai demain. Hey, François, moi, là, puis je sais qu'on a déjà eu des discussions en ce sens-là, là, mais puis bon, puisque tu as ouvert la porte sur le fantasme, je vais en lancer un dans l'univers. Moi, j'aimerais vraiment beaucoup un jour qu'on se retrouve autour d'un micro radio canadien. Ouais. Puis sais-tu avec qui, moi, j'aimerais ça qu'on aille? Moi, là, j'aimerais ça faire ça avec Chantal Lamarre et avec Marie-Christine Blais. Ah, ben oui, Chantal Lamarre est extraordinaire. T'as déjà travaillé avec elle? J'ai été sur un jury de bande dessinée avec elle. Donc, j'ai jamais travaillé avec elle, ouais. mais je la côtoie, puis on se parle, puis tout ça, puis c'est un trésor de chroniqueur, cette femme-là. C'est une femme intelligente. Et Marie-Christine Blais, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'elle me mentorisait, mais je m'en étais pas rendu compte. Oh, ben elle fait ça pour beaucoup de gens. Puis ça a été comme... À un moment donné, c'est... Hey, elle m'appelait, viens donc prendre un café. Je suis pas loin de Radio-Canada, je suis dans un café, viens prendre un café. Puis là, elle me parlait de ma job. Elle me disait, hey, t'as fait ça, j'ai vu ça c'était bien, ça. Comment tu te sentais quand t'as fait ça? C'est sa manière de me dire, c'était pas bon. Mais comment tu l'as filé, ça? Puis tout ça. Puis maintenant, on faisait ça. J'étais, écoute, elle m'a pris un peu sur son aile. Puis mon Dieu, j'étais tellement. Mais ça, c'est un privilège. Hein? C'est un privilège, ça. Parce que. Trop souvent, hein, on s'isole parce que moi, j'y vais vite. J'essaie de le faire. Je fais la même chose. Ça fait quand même 20 ans que je fais ça. Quand je sens qu'il y a des plus jeunes qui sont réceptifs, pas genre, moi, t'as Frankie, tu plaignais ta job, puis moi, te montrer comment faire ta job. Non, genre, c'est quoi tes inquiétudes, c'est quoi tes craintes, puis, OK, tu me dis que tu veux faire ça comme ça, mais par expérience, je vais te dire, si tu fais ça, il va arriver ça. C'est tout ça que tu veux qu'il arrive, tu sais. Non, tu aurais peut-être allé là. Tu sais, tu veux faire du micro? OK, c'est super le fun. Qu'est-ce que tu as à dire? Comment tu vas le faire? Puis voici par où il faut que tu passes pour te rendre là. Es-tu prêt à faire tout? Ces sacrifices-là, à risquer tout ça. Comme je disais tantôt, j'ai pas d'enfant. Moi, j'en ai mangé du beurre de pinot. J'ai été sacré dehors deux fois. Là. J'ai perdu ma job 2 fois. J'ai eu des mois à 200$ de revenus. Là. Fait que, c'est vrai que j'ai beurre de pinot, j'en ai mangé, mais j'avais pas besoin de dire on mangera pas cette semaine parce que papa n'a pas travaillé. Ça, c'est un avantage dans ce métier-là, malheureusement. Je dis pas que tu as des enfants, tu peux pas le faire. Mais bref, avec Chantal Lamarre puis Marie-Christine Blais, fait que là, tu vas découper ça. Tu vas mettre ça comme extrait sur les réseaux sociaux, puis tu vas envoyer ça à Chantal Lamarre, puis à Marie-Christine. Ben, tu y enverras. Moi, je peux... parce que Chantal, on se connaît pas personnellement, mais Marie-Christine, moi, elle m'a probablement donné, sans le savoir, ma première leçon de critique. Et là, on savoir si c'est la même que la mienne, vas-y, ouais. Ah non, c'est impossible. C'est que quand j'ai commencé ma carrière d'acteur, j'avais joué... en 2002 ou 2003, j'avais joué Fool for Love de Sam Shepard et Marie-Christine avait écrit une critique du show. Et bon, mon nom en caractère gras avec entre parenthèses un qualificatif, si je me souviens bien, c'est qu'elle disait que la proposition de jeu était caricaturale. Et elle avait tout à fait raison. Parce que, bon, ben le choix... Moi tu sais, je suis un bon soldat. Le metteur en scène, sa vision, c'est ça. Fait que moi, j'y vais all-in, puis bon. Puis elle avait raison. Moi, je l'ai pas pris personnel du tout. J'ai pas senti qu'elle m'aimait pas. Elle me connaît pas. Alors comment... Pourtant, elle m'a montré les lettres que tu as envoyées. Et quelques années plus tard, je fais un spectacle dans ma voiture. Donc... c'était au Théâtre d'Aujourd'hui, en tout cas un gros concept de show. C'était un spectacle pour un seul spectateur. Et là, moi, je suis dans ma voiture, puis je fais un spectacle qui dure à peu près 10-15 minutes, et Marie-Christine entre dans la voiture, et on est tous les deux seuls dans ma voiture. Et là, je vais toujours me souvenir, elle a dit « Oh boy! » Puis je dis « Salut Marie-Christine, comment vas-tu? » Elle fait « Oh, tu dois m'haïr. » Je fais « Ben non, pas du tout. » T'as le droit. Et on a parlé de son travail de critique, puis j'ai dit, j'étais tout à fait d'accord avec toi. Ceci dit, moi, ça n'a pas détruit ma carrière, ça m'a pas heurté, ça m'a pas empêché de dormir ni de manger. Et ça a été ça mon premier enseignement au travail de critique, c'est de dire, c'est de nommément mettre le doigt sur les choses et de pas en faire quelque chose de personnel. T'ouvres la porte, là. On entend dans... Parce qu'on a galvaudé le mot critiquer. Ouais. Critiquer, c'est de dire des choses négatives.
arrête de me critiquer, tu te chicanes avec ta blonde, tu me critiques tout le temps, ma nourriture ici, tu critiques ce que je... C'est pas ça une critique. Une critique, c'est d'expliquer comment une œuvre fonctionne ou ne fonctionne pas, de comprendre, d'essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça ne fonctionne pas. Et à cet égard, j'ai eu une chance extraordinaire. Un samedi sur 2 à Ottawa, je participe à l'émission Les Malins, animée par ma grande amie Jade Monpetit, qui est une animatrice extraordinaire. Et je fais une chronique qui s'appelle Retour vers la culture, où je fais une critique d'une œuvre importante, soit en musique, en cinéma ou en art visuel. Mais qui n'est pas rattachée forcément à l'actualité. Rien à... On va essayer d'être dans une espèce d'esprit général, mais, tu sais, c'est pas parce que Jean-Pierre Ferland vient de décéder que je vais parler de Jaune de Jean-Pierre Ferland. Ouais. Mais si personne n'en avait parlé, je l'aurais fait, tu sais, mais je vais parler du Botticelli, par exemple, la peinture, tout ça, et ça me permet d'expliquer ces œuvres. Et là, j'ai l'impression de faire une vraie critique, au sens où ça se situe là dans l'œuvre. Voici c'est qui l'a fait. Voici où ça se situe dans son corpus. Voici où ça se situe dans le corpus de l'histoire de l'art et de la culture en général. Et c'est sûr que si je te parle de l'urinoir de Duchamp, c'est pas pour te dire « c'est juste une place pour faire pipi, ça sert à rien, il est innocent Duchamp ». Non, je t'en parle parce que c'est important. Ça, déjà, il y a ce filtre-là qui est passé, parce que dans notre job, ce qui est dur, c'est que des fois, on l'échappé des fois, tu fais comme « Ah, ça, c'est pas si bon que ça », puis au final, tu fais comme 3 ans après, tu reviens, tu fais comme « Ah, j'avais pas compris ». C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et là, j'avais visé une personne en particulier que je ne nommerai pas, mais j'essaie de ne pas faire des chroniques comme cette personne-là d'une ancienne génération, qui en fait encore, même si elle est à la retraite, dans le « Ah, moi, j'aime! Moi, j'ai pas aimé ça! Moi, j'ai pas aimé ça! » Non, mais c'est pas ça de la critique. C'est pas ça de la critique. Il y a des choses que j'aime pas et pour lesquelles je vais faire un texte favorable. En disant tout à fait. Ça ne me plaît pas. Ouais. C'est pas dans mes cordes. Je n'aime pas ça. Ouais. Mais et je sacre et je l'assume que ça fonctionne. C'est bien écrit, c'est bien fait. C'est juste que le thème m'énerve. J'ai pas envie de parler de ça dans la vie, j'ai pas envie. Mais je suis obligé de le dire. Tout marche là-dedans, tout a été bien écrit. J'ai même eu... Puis même le fait que j'ai eu une émotion par rapport à quelque chose que j'aime pas, t'es quand même venu me chercher, là. C'est quand même pas pire, un nombre d'affaires. Mais ça, c'est le travail de critique. Parce qu'il faut savoir reconnaître les qualités intrinsèques d'un objet culturel. Et je pense pas que ça m'a transformé. Ça doit être la pulsion à la base d'un travail de critique. Parce que sinon, ça vire à vide. Moi, depuis le temps que j'écris sur la bande dessinée, si je n'écrivais que sur des albums que je chérissais et que je gardais précieusement chez moi, je veux dire, ça ferait déjà longtemps que j'écrirais plus, là. Non, il y a des affaires. Puis des fois, puis il y a des manières de dire les choses aussi. Tu sais, tu peux dire... C'est un bon album, malgré une fin un peu molle. Tu sais? Oui. C'est correct, ça. Je te l'ai dit. Tu as fait une bonne job. Tu l'as échappé sur ton dernier acte. T'sais? Mais il y a une époque, moi, je me souviens de Robert Lévesque, là, qui terrorisait les théâtres, là, ce critique-là. Terrorisait. Claude Gingras en musique. Oui, Claude Gingras en musique. Ouais, je me souviens de Robert Lévesque. Là, les gens avaient peur, là, avaient peur de lui. Là. Mais en même temps... Des fois, c'était assez frontal, ces critiques. Mais c'est un homme tellement érudit. Puis il faut juste avoir aussi, quand on est concerné par une critique, qu'on soit lecteur ou qu'on soit partie prenante de l'objet culturel qui est critiqué, faut avoir aussi ce recul-là. Faut arrêter de tout ramener à soi. Tu sais, quand tu me disais tantôt, tu m'aimes pas, là, le dramaturge, ça n'a rien à voir, on se connaît pas. J'écoutais Rosalie Vaillancourt dernièrement. Ouais, l'humoriste. Ouais. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est une fille très intelligente. Moi, complètement lissée, ça me fait complètement rire. Ouais. Je trouve que c'est une fille intelligente. Puis son dernier spectacle a eu des mauvaises critiques. Tu sais, puis tu sens que ça l'a heurté. Mais, puis là, évidemment, tout le monde y en parle. Elle est invitée dans des émissions, t'es à McLouis. Puis tu vis ça comment? Puis lis-tu les critiques? Puis là, la réponse politique, en diagonale, j'ai lu pas tant, je fais attention. Puis après ça, elle a dit quelque chose qui m'a encore une fois démontré à quel point c'est une fille intelligente, une personne intelligente, par rapport avec son sexe. Elle est juste intelligente. Elle disait, mais en même temps, j'ai la chance, moi, de faire un art vivant qui se transforme. Le show que vous avez vu la première, puis le show que vous allez voir à la dernière, ça ne sera pas le même show. Non. Parce que au final, à l'avouer, je le lis quand même, je le sais ce qu'on en dit. Puis ça va arriver à un moment donné que je pense que j'ai un bon punch à une place. Puis là, les gens rient pas comme je pense qu'elle allait rire. Puis là, il y a un critique qui va écrire « La joke là, elle tombe à plat. » Ça marche pas, ça.
Puis ça, malheureusement, quand tu fais de la peinture, de la bande dessinée, du roman, du cinéma, qui plus est du cinéma, qui est un ouvrage, chaque film que vous voyez est un miracle, même s'il est pas bon. Ouais. Il y a tellement d'occasions où, quand tu écris un roman, à la limite maintenant, tu peux écrire ton roman tout seul chez vous, le sacrer sur Amazon en auto-édition, puis il n'y a personne qui y touche, il n'y a personne qui va le lire, peut-être votre mère va le lire, puis c'est tout, mais vous l'avez fait, tu sais. Ouais. Faire un film, c'est 5 ans, 10 ans de compromis, puis de... Je me souviendrai toujours de Robert Lepage, quand il a arrêté de faire du cinéma, qui avait dit, puis je suis obligé de donner raison, je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont trouvé prétentieux, mais des fois, tu as le droit de l'être quand tu es Robert Lepage, qui avait dit, moi, le cinéma, me faire dire par un chargé de cours de l'UQAM en cinéma que mon scénario manque de ci, puis tout ça, puis si je transforme pas mon troisième acte pour mettre plus de ça, j'aurais pas mes subventions. Comment? Je sais comment compter une histoire, tu sais. Puis si j'ai choisi de le mettre de même, c'est parce que j'ai choisi de le mettre de même. Non, puis en création, chaque création est une prise de risque. Puis comme dans toute chose dans la vie, tu sais, au baseball, tu fais pas juste cogner des coups de circuit. Hey! Au baseball, t'es très bon quand t'échoues 7 fois sur 10. Bon, alors tu vois. Puis je reviens aussi, la critique a un travail de médiation puis de présentation. Ouais. Les expressionnistes abstraits, sans Clément Greenberg, qui les a accompagnés, qui a écrit, qui a fait ça, il se passe ça. Vous allez voir dans les galeries présentement, allez voir Jackson Pollock, quand il fait de la peinture, c'est ça. Quand, à la limite, Riopelle, il fait ça, c'est ça. Ça nous dit ça sur le monde. Puis les grandes œuvres nous disent des choses sur le monde dans lequel on vit. Mauss nous dit quelque chose, non seulement... Et une bonne œuvre... non seulement est capable d'être en position critique, et j'emploie encore une fois le mot critique, c'est-à-dire d'être capable de décortiquer son époque, mais qui plus est, participe à sa propre élaboration de son époque. Par exemple, une toile de Picasso de 1913, 1914, mettons, je ne sais pas, me donner 20, mettons les Demoiselles d'Avignon. C'est une façon de dire que, par exemple, à cette époque-là, en science, on comprend que les choses peuvent se voir de plusieurs points de vue simultanés, le cubisme. Et si j'ai besoin de créer un appartement des années 20 et de montrer que les gens sont à l'aise, tu vas me mettre un Picasso. Donc, l'œuvre participe à la fois à l'époque, elle décrit l'époque et elle l'élabore en même temps. Ouais. Les Paul de Rabelliati font ça. Ouais. Tu peux mettre Paul à côté de Michel Tremblay dans une bibliothèque. Ça marche. Ouais. Parce que Paul, en parlant de lui, parce que c'est Rabelliati, Paul, on ne fera plus semblant que c'est pas lui, il l'a dit, il parle de lui, il parle de l'expérience d'être un homme divorcé dans le monde d'aujourd'hui, dans un monde sur lequel il a perdu prise. Et pour les gens, je suis désolé pour les gens de 17 ans, mais quand tu as plus que 35 ans, tu vis dans l'espèce de constante peur de plus être capable de suivre ce qui se passe présentement. Paul, c'est ça qu'il raconte. J'ai plus le contrôle sur ma propre vie. Je subis ma vie plutôt que de la vie. C'est ça qui fait le personnage de Paul. Chris, c'est un commentaire sur l'époque, ça. Oui, puis c'est un commentaire sur l'époque qui est traduit en une douzaine de langues. Oui. Et c'est autant apprécié dans d'autres cultures. Comme Tremblay, parce qu'il parle d'une expérience commune que... Et je reviens à ce que je disais plus tôt. Ça nous pratique à vivre nos émotions. Paul à la maison, là, je veux dire, on a tout... Moi, j'en ai vécu des bouts de vie, là, où j'étais tout seul, ça allait pas bien, puis je déprimais, puis tout ça, puis je disais, Paul à la maison, j'avais lu ça avant, j'aurais fait, je suis pas tout seul, ce désœuvrement-là, il est normal. On est là-dedans. Je reviens souvent aussi à l'album d'Héloïse Marseille. Je sais pas si tu as lu son premier album, dans lequel elle parle de sa sexualité un peu atypique, de ses expériences sexuelles et tout ça. Je reviens beaucoup à cet album-là. Moi, j'ai une fille de 13 ans, même un gars de 13 ans. Tu lis ça, tu vas comprendre que t'es pas anormal. Puis elle le fait avec humour, puis elle le fait avec tendresse, puis avec bienveillance, puis tout ça. Puis là, tu fais comme... Ben voyons, cette fille-là a 50 ans. C'est comme comment elle a fait pour être capable d'avoir assez de recul pour parler d'elle-même comme si ça faisait 30 ans qu'elle vivait avec ça, alors qu'elle a même pas 30 ans ou à peine 30 ans, tu sais. Ben ça, pour moi, c'est une bande dessinée importante parce que puis c'est des questions que tout le monde se pose présentement. Si on parle d'identité de genre autant, c'est parce qu'on est rendu là, dans notre compréhension du genre humain. Non, il n'y en a pas plus qu'avant. Mais non, c'est pas la fin du monde. Mais non, je suis désolé. Hey, tu sais, là, quand tu vas dans un festival, là, puis tu fais la file pour aller dans les toilettes chimiques, là, c'est des toilettes mixtes.
Il n'y a personne qui meurt. Non-genré. Non-genré, c'est pas grave. Très important. Il y a des gens qui viennent au monde puis qui sont pas dans ce corps-là, non pas dans le bon corps, puis c'est pas grave. Ça t'enlève rien dans ta petite vie à toi, là. Fait qu'elle, elle parle de ça, puis elle te le montre, puis c'est tout. Tu sais, comme, c'est... Ben oui, tu sais. Fait que ces œuvres-là servent à ça, puis la bande dessinée participe de ça. On fait la boucle, là, on vient... Oui, mais non, parce que c'est un art... Tu sais, la bande dessinée, à la base, c'est un art populaire. Hein. C'est né dans les journaux. C'est un art démocratique, même si des albums, aujourd'hui, ça coûte cher, mais on peut toujours emprunter à la bibliothèque. Oui. On a une accessibilité aux œuvres. Ben oui. Et moi, justement, vu l'offre grandissante, moi, je trouve que... comme tu disais d'entrée de jeu, on vit une époque réjouissante comme critique, puis comme commentateur, puis comme médiateur. Parce que... C'est comme, pour moi, je me sens, c'est comme faire, hey, ma critique de disque en 1964. Ça se peut que tu es dans la bonne voie pour les 15 prochaines années, mon grand, parce qu'il y a un petit groupe qui s'en vient en Angleterre, puis ça va te faire écrire beaucoup d'affaires, puis qui vont avoir des effets. Puis chaque époque a ses formes de création dominantes. Ouais. Là, c'est plate, on parle plus de peinture. La peinture n'est pas pertinente. Oui, mais c'est cyclique, ça va revenir. Ça va revenir. La sculpture, les plus. Ouais. Là, c'est la musique, il y en a partout. Je dirais même qu'il y en a trop. Oui, mais c'est parce que c'est les supports aussi. On a accès avec les supports. On a une discothèque avec un téléphone intelligent. C'est fou, là. J'étais allé en vacances dernièrement, c'est comme, hey, d'autres vraiment sur la planche, j'ai pas vraiment envie d'entendre ta musique. Ça ne m'intéresse pas. Et pourtant, quand tu parles à ces gens-là, pour eux autres, ils rendent service. Alors, c'est plate, il n'y a pas de bruit, ils vont mettre de la musique, ça va être le fun, je vais vous faire profiter. Je disais sur Internet, une fois, une fille qui était fâchée parce qu'elle écoutait du Taylor Swift sur son téléphone dans l'autobus, mais à plein volume. Là, fais attention à ce que tu vas dire de Taylor Swift. Je veux pas recevoir de... Ok, d'accord. J'adore Taylor Swift. Écoute, t'as donné une idée, présentement, l'album que j'écoute le plus, c'est Cowboy Carter de Beyoncé. C'est un album extraordinairement bon. Ouais. Puis sur l'expérience d'être un afro-descendant. La reprise de la toune... De Jolene. Ouais, non, mais Blackbird. Moi, Blackbird, c'est ça. Non, j'ai des émotions, j'ai le poil qui lève. Avec Taylor Swift, moi, j'aime pas sa musique, mais elle est extrêmement importante puisqu'elle représente pour... l'expérience d'être une jeune femme nord-américaine entre 15 et 25 et 30 ans. Elle le raconte puis elle le vit. Puis il y a plein de jeunes filles qui vont pratiquer leurs émotions en écoutant Taylor Swift, c'est correct. Fait que bref, elle écoutait, puis elle était fâchée parce qu'elle disait « J'essaie juste de vous faire découvrir à quel point c'est bon l'album de Taylor Swift, puis vous m'empêchez. » Ouais, mais c'est parce que j'ai pas décidé de l'écouter. C'est avec moi patience. Ouais, c'est comme si nous, sur la plage, on criait « Faut absolument lire Paul! » Michel Rabacchiati. Ben non, moi, je fais une pancarte. Ah oui, ouais. Paul à la plage. Hey, François Lemay. Hey, déjà, hein? Ben déjà. Ça fait combien de temps? Ça fait 1h25. 1h25. Je me tape ses nerfs moi-même. C'est ça, tu vas en couper. Là, je le dis parce que pas que tu coupes la fin, ça fait 1h25 qu'on parle, mais tu vas garder quoi? 30 minutes de ça? Non. Tu vas tout couper le bout de Marvel. Non. Je vais garder une bague. On est geek, hein? J'ai dit très rarement, en fait, parce que le but, en fait, puis c'est à ça qu'on vient d'assister. C'est une conversation. Dans un souper, on n'édite pas ça, une conversation. Alors, non, les gens n'écoutent pas nos conversations. Ah oui, mais écoute, t'es un invité. Je m'excuse d'être un geek. On est geek, les deux. Non, les deux. Comment tu vis ça, toi, avant qu'on finisse, le fait d'être geek? Est-ce que ça... Moi je me considère pas comme un... Ah oui, t'es geek. Quand tu regardes un film, tu vas-tu sur IMDb lire tout ce que sur le film après? Ah, ok, moi je le fais. Non. Ça, j'ai encore plus honte. Moi, là, tu vois, l'expérience d'écouter un film va si ça me satisfait pleinement, j'irai pas après. Il faut... Mais par contre, si par contre, c'est un objet culturel d'un auteur que je fréquente pour la première fois ou d'une autrice... Oui. Alors oui, là, c'est sûr que... ou des fois, pour une entrevue, je vais... Tu sais, bon, j'ai fait une entrevue avec Manu Larsonnet, j'ai relu Larsonnet, parce que, bon, il y a des trucs que ça faisait 10 ans, 15 ans que j'avais lu. Est-ce que ça fait de moi un geek? Non, ça fait de toi quelqu'un de consciencieux et professionnel. Mais tu sais, moi, je peux pas lancer des citations. Je suis pourri. Moi, mettons, on aurait un quiz, là, toi et moi, là, on participerait à un quiz, là. J'ai failli gagner un quiz sur Céline Dion, j'ai dit ça. C'est comme ça, j'étais comme, mais pourquoi je sais ça? Je m'énerve moi-même. Je m'énerve moi-même. Moi, le François, là... Je me tape ses nerfs. Je vais le dire publiquement pour la première fois, là, c'est fatigant avec moi. Des fois, je me tanne. Je suis comme, ma gueule. Ah ouais, j'ai beaucoup de tribunes, tu sais, dans le fond, tu me dis, sur la radio, j'ai une chance énorme d'avoir toutes ces tribunes-là. Ouais. Hey, moi, là, mon vendredi soir, là, je la passe à écouter du blues avec comme genre 20 000 personnes. Ouais. Il y a pire que ça dans la vie. Puis des fois, je t'écris, puis t'es en pitch dans ton salon.
Non, c'est jamais arrivé, ça. Ou j'ai jamais été sur une plage pendant que j'étais live à la radio. C'est jamais arrivé. Non, ça, c'est la magie de la radio. C'est la magie de la radio. Mais c'est quand même ça. Et c'est drôle. Là, je vais encore partir, ouvrir une nouvelle porte, mais juste parler de mon métier 2 secondes. Ben oui. J'ai beaucoup de respect pour Martine Delvaux, qui est une intellectuelle féministe de... C'est une femme extrêmement intelligente, tu sais. Mais en même temps, sa job, c'est de dire que ça va pas bien. C'est sa job, c'est son travail de mettre les doigts sur l'expérience féminine dans le monde dans lequel on vit. C'est pas, vous pensez qu'on est rendu? Non, il y a encore ça qui marche pas, puis marche pas. C'est sa job. Mais c'est ça, sa job, c'est de passer son temps. Toutes les fois qu'elle va à la radio, qu'elle écrit, qu'on lui commande un texte, c'est pas pour dire, ce matin, je suis heureuse, tout va bien. C'est comme, mais non, une nouvelle série que vous regardez, que vous tripez dessus, là. Pas remarqué que les femmes ont la épaisse là-dedans, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, toutes les fois qu'elle ouvre la bouche, c'est pour critiquer avec raison, c'est son métier. Donc, toutes les fois qu'elle ouvre la bouche, elle critique, et ça vient avec des centaines de courriels, de haine, de colère et tout ça. Hey, nous autres, on parle de PT, man. Ouais. Puis moi, je fais jouer du blues puis de la musique classique. Je tripe sur des solos de Stevie Ray Vaughan avec du monde en direct. J'ai une communauté Facebook extraordinaire le vendredi soir. Hey, vendredi passé, je capotais. Les auditeurs sur la page se sont mis à faire un décompte. Hey, ça commence dans 25 minutes. Ben non, dans 22 minutes. Dans 15 minutes, là, c'est notre show. J'étais comme... OK! Mais ça, c'est un grand privilège. Oui. C'est un grand privilège. Oui! Là, je parlais avec ma réalisatrice, je disais, regarde, ils font des comptes. Là, Diane Maheu, la réalisatrice, c'était comme, je sais, les voir aller moi aussi. Ben, je sais pas, je suis juste contente, mais c'est beaucoup de pression. Mais ça, c'est la magie de la radio, parce que c'est un médium d'accompagnement. Fait que, tu sais, moi, c'est pour ça, François, que je me dis... Je peux pas mourir avant de faire un show avec François Lemay. On va le faire, on va le faire. Un petit. Ou sinon, on le fera au CHSLD, hein? Ça serait magnifique. CHSLD. Déjà un jingle. Un jingle, man. Hey, François Lemay, merci beaucoup. Hein? Mou FM. La radio des édentés. Ouais, c'est pas. Alors, aujourd'hui, on va vous parler. Hey, Rabaliati, t'as-tu bon pareil dans le temps? C'était bon, ça. Moi, j'aimais bien ça. Puis Taylor Swift, là, elle a lancé un nouvel album. Elle a cassé avec son chum de 89 ans, pour vrai. Fait qu'elle va faire un album là-dessus. Elle va faire un album là-dessus. On va faire un album là-dessus. Ça va s'appeler genre une peine d'amour. Vraiment juste du mou. Juste dans le mou. Un du mou. Bon, ben écoute. Bye, merci. Ben voilà. Donc, l'idée lancée, on va travailler là-dessus. D'ici là, on se fera j'envoie des textos la semaine prochaine. Hey, François Lemay, toujours un immense privilège d'échanger avec toi. C'est un plaisir. Et vraiment, j'invite les gens à t'écouter à la radio, à te lire dans Le Devoir. C'est tellement réjouissant de te lire parler de bande dessinée. Et je suis très, très heureux. Et très, très égoïstement, je suis très, très heureux d'être moins seul. Oui, hein, c'est le fun aussi. Ouais. Puis, tu sais, moi, comme je disais tantôt, je suis sur je vis sur ton épaule. Oh non, t'es pas du tout, pas du tout. Tu as écrit de façon... Non, tu peux pas... J'ai donné 2-3 coups de pelle, là, François. Non, Jean-Dominique, arrête. La fausse modestie... C'est pas de la fausse modestie. Non. Ça t'amènera nulle part, ça. Non. Tu le sais, parce que on en a parlé souvent ensemble en privé, parce qu'on se croise souvent dans la vie quand même. On en parlait souvent ensemble. T'es un des premiers, puis moi je me suis appuyé là-dessus. Quand j'ai commencé, je te lisais, puis je continue à te lire, puis faut traiter ça comme de la littérature avec sérieux, intelligence et pas de condescendance. Faut être dur quand c'est le temps d'être dur, mais on l'est pas souvent parce qu'on a le privilège de couvrir des bonnes choses, parce qu'il y a trop de production par rapport à ce qu'on fait. Mais, comme je te dis, puis quand je parle à des auteurs français qui nous connaissent, et toi et moi, quand je dis que je connais Jean-Dominique Leduc, ils savent de qui je parle. Mais tu sais, quand tu parles à un gars qui fait un Astérix, puis c'est qui t'es, puis c'est toi qui t'es, moi puis toi, vous me voyez pas à la maison, mais je fais des gestes avec mes doigts, là. Tu fais comme, c'est parce que ce qu'on écrit, puis je le dis en modestie, a quand même une portée, puis ça veut dire que peut-être que ce qu'on fait n'est pas si nono que ça. Puis c'est déjà quand même beaucoup, puis je reviens toujours sur l'idée de, quand quelqu'un m'écrit et me dire, le sujet de la BD de laquelle tu as parlé m'intéresse fuck all, mais maudit, je suis allé l'acheter pareil. J'ai eu du plaisir. Ça, c'est mission accomplie. Ça, là, parce que contrairement à ce que vous pouvez penser, puis ça s'adresse parce que je sais qu'il y a plein de relationnistes qui nous écoutent présentement, ils essayent de percer de comment faire plus écrire. On n'a pas le temps, malheureusement, de tout lire et de parler de tout ce qu'on veut, mais on le fait jamais, puis même quand les textes sont plus négatifs, c'est jamais personnel, c'est jamais méchant.
je sais pas pour toi, mais des fois, là, je peux virer autour d'un texte parce que je sais qu'il n'est pas aussi positif que je le voudrais, puis j'ai mal au ventre, je suis pas bien. Parce que, d'un coup, je me trompe. Parce que si tu te trompes en étant trop positif, c'est pas la fin du monde. Si tu brises pas d'ego. Non, mais il y a une responsabilité parce que... Mais si tu te trompes en étant négatif pour rien, là, tu sais que tu peux avoir des répercussions. Il y a plus que 0% des chances que tu aies fait de la peine à quelqu'un. Puis moi, c'est beau pour toi, mais je pense que tu es un peu comme moi là-dessus. Je trippe pas trop sur l'idée de faire de la peine au monde. Ben non, mais personne veut ça. Puis on le sait, puis on a pris 1h30 pour dire, j'espère que vous avez compris ça, que... Oh, 1h30. 1h33. Ouais. On a pris 1h33 pour dire souvent, puis on l'a répété souvent, c'est jamais personnel. Mais malheureusement, les gens, beaucoup le prennent personnel. Puis ça, c'est-à-dire qu'il faut gérer ça par la suite. Puis là, des fois, tu fais comme... Je voulais pas, c'est pas ça que je voulais dire. C'est comme, c'est bon, mais t'as arrêté ton coup là-dessus, puis c'est tout. Puis on n'est pas dans le plaisir quand on démolit quelque chose, peu importe la critique que tu fais. Il y en a qui l'ont été, il y en a qui le seront toujours. Grand bien leur en face, moi, je célèbre la culture. Je pense que c'est important. Ouais. Puis c'est important. Puis quand c'est bon, c'est important de le dire aussi. C'est toujours plus facile d'avoir une posture dans laquelle t'aimes jamais rien. Parce que tu donnes toujours l'impression que tu as compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. Ah, t'as aimé ça, toi, cet album-là? Pourquoi? Ah, parce que moi, j'ai trouvé que c'était un peu faible. Comment tu vas attaquer cette position-là? Alors que de prendre un album à bras-le-corps et de dire, ça, c'est bon, il y a de l'amour là-dedans, j'ai eu des frissons en le lisant, j'ai eu du plaisir, là, tu te commets. Fait que je vais vous dire une chose, des fois, de prendre position positivement, c'est plus dur. C'est beaucoup de travail. C'est ça. Ça, puis je pense que c'est la meilleure manière de conclure cette entrevue-là que de dire que oui, c'est beaucoup de travail. Parce qu'il faut lire les œuvres, il faut les absorber, il faut les recevoir, il faut les porter en nous. Puis après, c'est une question de trouver le bon angle et puis... d'en parler honnêtement. Ouais, alors les gens qui pensent que on fait ça par dépit ou... Hey, je vais finir là-dessus. Ouais. Ça m'est arrivé de livrer des entrevues, d'écrire le texte. Tu sais, des fois, on paraphrase, là. Tu peux pas, parce que les personnes y parlent de façon orale, puis ça passe mal à l'écrit. Fait que c'est pas un paragraphe, tu fais comme moi le réécrire, puis on met quand même entre guillemets, mais c'est ça que la personne dit. Ouais. Puis là, je livre le texte. Puis là, il va être l'article est publié le samedi matin. Puis là, le vendredi soir, je suis couché, puis là, j'ai un... Y a-tu vraiment dit ça? Ouais. Quand j'ai écrit ça, je vis constamment dans la peur qu'une personne que j'ai interviewée m'écrive et me dise « J'ai jamais dit ça. Ça sort d'où, ça? Ouais. C'est pas ça que je pense. » Parce que des fois, il y a des gens qui te confient des choses en entrevue, tu sais. Puis t'es comme moi, là, les gens te confient des affaires, tu sais. Puis il y a des choses que je sais sur certains auteurs que je n'ai pas écrites. Même si j'aurais pu. Ouais. Parce que ça sert pas. C'est pas important. Non, puis parce qu'il faut viser l'authenticité. C'est ça. Ouais. Mais puis là, des fois, tu fais comme... j'ai écrit ça quand même, tu sais, puis j'ai laissé sous-entendre ça, puis d'un coup, je me suis trompé. Oui, mais à un moment donné aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie, à partir du moment qu'on agit, on se trompe et on réussit. Et ça, je veux dire, 100 fois sur le métier, il faut revenir. Donc, puis ça, c'est la dose d'humilité que ça prend. Puis tout le monde se trompe, puis on se trompe. Puis à ce moment-là, on retrousse les manches, puis on se dit, la prochaine fois, ça ira mieux. Pour citer un grand premier ministre du Québec, on se crache dans les mains, puis on recommence. Bonne soirée. Bonne soirée, François Lemay. Pour lire François Lemay, c'est dans le journal Le Devoir que ça se passe. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation culturelle en bande dessinée, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca. À bientôt.